I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 31e épisode de la saison 8 de The Cinema Show, votre rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis de 19h à 20h30 sur Radio Campus Montpellier. Que vous soyez en live sur Twitch ou bien en rediffusion sur YouTube, Deezer ou Spotify, vous êtes au bon endroit pour vous tenir informé des actualités du 7e art, mais également subir des débats houleux parce que un tel a osé détester Taxi alors que tout bon cinéphile sait reconnaître un chef-d'œuvre en voyant cette Peugeot 406 blanche phase 2 foncer dans les rues de Marseille, et je vous emmerde. Blague à part, ce soir c'est l'émission du renouveau, du sauvetage, parce que pour la première fois depuis plusieurs semaines on n'a pas trop galéré à avoir des chroniqueurs autour de la table. On passe donc de plusieurs émissions avec parfois seulement 4 chroniqueurs ou alors en se rabaissant au niveau de l'instant animation en embauchant leurs chroniqueurs à une vraie émission. À une vraie émission avec 5 personnes autour de la table et non la semaine... Ouais, nickel, merci la régie. Et non, l'émission la semaine dernière ne comptait pas parce qu'on a refusé que je fasse un hommage à Nadia Fares. J'en profite d'ailleurs personnellement pour rendre hommage à cette actrice que j'ai découvert avec mon papa il y a maintenant bien longtemps dans le film Nid Geb de Florent Emilio Siri que je vous recommande grandement. On a parlé la dernière fois. Vous en avez parlé mais vous m'avez pas laissé faire mon hommage et j'aime pas ça. Niveau chroniqueur, Simon qui répond. Niveau chroniqueur, donc, tout d'abord, on a le charismatique et l'hilarant Costa qui endossera le rôle de présentateur dans notre partie news. Comment ça va, Costa ? Ça va très très bien. Et à tout moment, il y a une imitation de Michael Jackson qui sort derrière là. Oh là là. Non, donc, il n'y aura pas d'imitation de Michael Jackson. On n'est pas dans une garderie, il n'y a pas d'enfants ici de toute façon. On a également avec nous la discrète mais souriante Solène qui passe sa tête de temps à autre dans le studio. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis très contente d'être là. Est-ce que t'as aimé les films de cette semaine ? J'en ai pas vu beaucoup, mais oui. Enfin, oui et non. On débattra de ça plus tard. On va vite voir si t'as fait ton travail ou pas. Bah du coup, non, pardon. On le saura. Et en vérité, ce soir, on est au complet parce qu'on a 2 nouvelles recrues qu'on a très vite intégrées à la composition de l'équipe, mais qui sont ultra motivées. Et pour qu'on puisse les découvrir un petit peu plus, quoi de mieux que la question: quel est le film que tout le monde aime et que vous détestez ? Alors, on a tout d'abord Corto, que je connais un petit peu puisqu'on a subi l'Infect Atoman tous les deux l'année dernière. Comment ça va, Corto ? Ça va très bien. Très heureux d'être là. Et du coup, ce serait quoi ton film que tout le monde aime mais que toi tu détestes ? C'est un peu dur. Alors c'est pas forcément un film que je déteste, mais je suis pas très fan de Social Network de David Fincher. Je conçois que c'est un film qui a des bonnes qualités, mais franchement moi j'ai pas du tout accroché. Donc voilà. Je te rejoins sur The Social Network, j'ai pas trop apprécié non plus, ouais. Et pour ce qui est de l'autre petit nouveau, c'est Chennai. Comment ça va ? Enchanté. Chennai, que pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez pu voir sur le canapé la semaine dernière. C'était la période d'essai, là maintenant c'est le CDI. C'était un foreshadowing. CDD plutôt, là, le CDD pour l'instant. Et du coup, toi, Chennai ? Un film que je déteste, que tout le monde aime, c'est Totoro. Alors là, tu vas te faire des ennemis, on va pas du tout être d'accord. Désolé, ça c'est pas possible. Donc pour essayer d'aimer réellement, pour essayer de comprendre, je n'ai pas adhéré. T'as aimé les autres Miyazaki au moins ? Oui. T'es en train de me dire que tu préfères Wicked à Totoro ? Probablement. Non, là par contre. Ça n'a rien à voir. Bon, après, oui, ce n'est pas comparable. Je pense que j'ai bien fait de dire CDD tout à l'heure. Non, t'inquiète pas. Non, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Tant que vous aimez les bons films, vous aimez Taxi. Alors, côté régie, on a le duo de choc qui est là quasiment chaque semaine pour vous faire profiter de nos voix envoûtantes et de nos magnifiques faciès. Yeah. J'ai nommé Yanis au son avec ses magnifiques lunettes de soleil et Lucas à la vidéo. Qu'on embrasse d'ailleurs. Ce soir, on a 3 films au programme et qui vont être débattus
débattu. On a Michael d'Antoine Fuqua, on a Pour le meilleur de Marie Castille mention Char, et nous avons La poupée de Sophie Beaulieu. Sophie Beaulieu qu'on aura d'ailleurs la chance de recevoir pour nous parler de son premier long métrage en partie interview. Mais on aura également le programme habituel, à savoir les news, les débats, le top de l'équipe TCS, le quiz que j'ai préparé et que j'animerai ce soir, ainsi que les recommandations de l'équipe. Mais tout d'abord, les news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Sans plus attendre, on entame cette page de news par notre traditionnel mercato de la semaine, et je crois qu'on va parler de taxi. Alors, vraiment pas bon. Enfin, ok, alors, petite devinette. Si je vous dis Mademoiselle, Decision to Leave ou encore Old Boy, vous pensez à qui ? Philippe Lachaud. Ce gars, je vais le... Il a juste spoilé mon texte, c'est une crevure. Donc bref, du coup, c'est bien de Park Chan-wook. Donc on entend ces derniers temps pas mal parler de lui pour... le succès critique de son dernier film Aucun autre choix, mais aussi le fait qu'il est président du jury du Festival de Cannes 2026. Et désormais, on apprend aussi qu'il prépare un western qui s'appellera The Brigands of Water Creek. Mais le vrai truc qui nous fait pointer du téton gauche est son casting. Austin Butler, Pedro Pascal, Matthew McConaughey et l'actrice de Decision to Leave, Tang Wei, rassemblés dans ce thriller façon western. Présenté comme une fresque iconique de vengeance dans l'Ouest américain, émotionnellement explosif et visuellement saisissante, le film s'annonce dans la droite lignée des obsessions du cinéaste. Violence, famille, mémoire et conséquences morales. Aucune date de sortie pour le moment. Bon, revenons un peu plus dans notre beau pays avec l'excellent Raphaël Quenard qui a dit non à Johnny Hallyday, mais qui a dit oui à un projet surprenant. Est-ce que c'est un projet avec des taxis ? Alors Maxime, je t'adore, mais il n'y aura pas de taxi aujourd'hui, c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Merci beaucoup. Donc du coup, on se demande encore pourquoi Raphaël Quenard a dit non pour jouer Johnny Hallyday dans le biopic éponyme. On a peut-être ici une bribe de réponse puisque l'on vient d'apprendre que l'acteur va se glisser sous la peau de Gérard Cousin, dit Gérard de Suresnes, un animateur très populaire de Fun Radio à la fin des années 90. Bon, tout le monde ici est né après 2000, donc personne ne connaît ce monsieur. Mais en fait, il s'est fait connaître en passant régulièrement à l'antenne de l'émission de Max sur Fun Radio, avant d'obtenir sa propre émission de radio intitulée Les débats de Gérard et diffusée tous les jeudis soirs après minuit sur cette même station entre 96 et 2002. Intitulé Le Con de minuit et adapté du roman éponyme de Thibaut Ress, le film est décrit comme une fable tragicomique, sensible et burlesque qui explore les ravages de la célébrité en ligne, puisque Gérard a connu les splendeurs et les misères de la starification éclair. Et pour mettre en scène ce destin funeste, il s'agira de Ambroise Rateau, lauréat du César 2026 du meilleur court-métrage pour Mort d'un acteur. Bref, en tout cas, j'ai très hâte de voir ce projet. Et on entend déjà parler de la série The White Lotus, alors même que le tournage vient de commencer en France, et on me dit dans l'oreillette qu'il y aura des taxis. Bon, la prochaine fois que tu parles de taxi, je te mets mon point à ta gueule, c'est clair ? Ok. Est-ce que c'est clair ? Ça marche. Merci beaucoup. Effectivement, alors que le tournage venait officiellement de débuter dans le sud de la France, et que nous apprenions qu'il y a quelques jours le départ prématuré de Helena Bonham Carter, nous découvrons aujourd'hui l'actrice qui la remplacera. Et il s'agira de l'oscarisée Laura Dern, qui s'envole officiellement pour la Côte d'Azur. Mais attention, il ne s'agit pas là d'un remplacement, car elle incarnera un tout nouveau personnage, imaginé tout spécialement par le créateur de la série, Mike White, avec qui ils avaient déjà écrit ensemble la série Enlightened, je crois que je l'ai bien dit, pour HBO. Laura Dern rejoint donc ce casting déjà XXL qui continue leur tournage avec des passages à Cannes, Monaco et Paris. Aucune date de diffusion annoncée pour le moment. Perso, j'ai hâte un petit peu pour le... Pardon, oui, quelle news mercato le plus intérêt. Excusez-moi. Ouais. Perso, moi j'ai hâte pour le Park Chan-wook parce que, alors je connais pas du tout le cinéma de Park Chan-wook, j'ai l'impression de dire ça pour chaque réal, c'est horrible. Et le pire c'est que c'est le cas. Mais vraiment, j'ai vu Aucun autre choix et pour l'instant il est dans mon top de l'année. Il est premier de mon top de l'année, il n'a pas bougé depuis le début. Et je trouve absolument incroyable sa mise en scène, son jeu des couleurs, sa manière. C'est Naomi qui me le disait et je suis totalement d'accord sur le fait qu'il a une manière de ultra bien mettre en scène des scènes de meurtre qui sont absolument terrifiantes et glauques. Et bah j'ai hâte de voir si ça donne le prochain Park Chan-wook. Moi j'avoue c'est Fun Radio là, ça a l'air d'être un projet quand même assez comique en quelque soit, et je trouve que ce temps-ci il y a une vague de reprendre un peu plein d'histoires des années 90 avec par exemple la série culte sur Amazon Prime sur vous savez Loana et la Love Story, tout ça. Et je trouve qu'il y a une vague un peu une sorte de nostalgie, et ils reprennent un peu toutes ces histoires-là, et j'avoue que j'ai assez hâte de voir, surtout avec Raphaël Quenard qui est quand même un personnage à part entière. Donc pour moi ça n'annonce que du bon.
Ouais. Pas John Wick, du coup, la news sur. Ah non, moi du coup c'est sur Fun Radio. Okay, ouais. Plus, Mais hâte de voir comment il va s'approprier le rôle, etc. Parce que, s'il fera autre chose que d'habitude, je trouve qu'il fait tout le temps un peu les mêmes rôles que Nard. Enfin, en vrai, j'aime bien les deux, et plus ça avance, en fait, je ne le supporte plus. Ah ouais, à ce point-là. Je trouve qu'il fait tout le temps pareil et ça m'agace. À voir s'il fait mieux. Mais en fait, Johnny aurait été un bon moyen pour lui de changer, en fait. Mais bon. Mais est-ce que tu vois, ne serait-ce qu'une seule seconde, Raphaël Quenard chanter du Johnny? Non, absolument pas. Si, moi, bah oui, mais on aurait bien aimé. Alors, justement, c'est parce qu'on voit pas que. Justement, il y a peu de temps, j'ai vu une interview de Johnny et je trouve qu'il a une manière de parler qui, en vrai, qui peut s'approprier à une sorte de manière aussi poétique de parler de Raphaël Quenard, quoi. Puis c'est aussi moi, j'y crois. Hein. C'est aussi au rôle de l'acteur de s'adapter à ses rôles et tu vois, de tenter. C'est ça. Moi je dis le seul sosie vocal qu'il faut engager pour le biopic de Johnny Hallyday, c'est notre cher Hugo Paccard. Salut, c'est Johnny, est-ce que t'aurais 50 €? C'était bref, merci. Hop là. Costa va désormais nous parler de l'histoire du petit gamin des beaux quartiers qui se voulait faire connaître et accepter par son tonton Ciotti. Et oui, selon des sources personnelles, l'ancien Nobody demande à ce qu'on l'appelle le bourreau de l'audiovisuel. Enfin, c'est faux, mais j'espère qu'on l'appelle comme ça. Enfin bref, il a de beaux cheveux blonds et ne connaît pas le concept de discuter intelligemment avec une personne en face de lui. Trop biberonné au style CNews, j'imagine. Enfin bref, notre bon vieux Charles-Henri Aloncle vient de faire adopter par les députés le rapport de sa commission d'enquête sur l'audiovisuel public à 12 voix pour, 10 contre. Ce rapport de près de 400 pages pourra être ainsi rendu public. Et notre bon vieux Chacha, il propose quoi alors ? Donc France 2 et France 5 seraient fusionnés au profit d'une grande chaîne généraliste, tandis que France Info et France 24 seraient aussi refondus dans une seule entité. En ce qui concerne la radio, Charles-Henri suggère de supprimer le Move, l'antenne de Radio France spécialisée dans le hip-hop. Selon ses propositions, le milliard d'euros d'économies générées serait affecté à l'entretien du patrimoine de l'État et au désendettement du pays. Mais il propose surtout de soumettre les figures de la télévision et de la radio publique à une stricte neutralité et de revenir à la nomination des dirigeants de France Télévisions et Radio France par l'Élysée. Alors, tout ce bruit politique, c'est bien beau, mais rappelons qu'il s'agit là d'une commission d'enquête et au vu de la faible crédibilité politique qu'elle s'est vue accréditée de par le chaos qui y régnait, son impact serait assez moindre. Est-ce que cette adoption du rapport vous semble pertinente ? Pas du tout. Bah, ouais. En même temps, c'est pas étonnant vu tout ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, parce que déjà, alors il y a un truc qui est complètement débile, c'est on veut faire des économies, mais du coup on va fusionner des chaînes, ça va créer encore plus d'entités, ça va faire plein de dépenses au niveau de la paperasse et tout. Donc au final, ce sera juste plus à perdre qu'autre chose. Donc ça va clairement pas être rentable du tout. Ouais. Et puis surtout, le truc de les dirigeants de France Télévisions et de Radio France nommés par l'Élysée. Est-ce que ce serait pas un petit coup monté pour dire que si le RN passe bien sûr, à l'Élysée l'année prochaine, peut-être, parce que c'est pas étonnant en plus, parce qu'on le rappelle, mais Charles-Henri Aloncle, c'est un chien de garde de Bolloré. Vraiment, il a été envoyé par Bolloré juste pour défoncer les médias publics, parce que l'objectif à terme, c'est vraiment d'essayer de défoncer l'audiovisuel public, notamment les chaînes France Info, etc., pour justement en fait les raccrocher au wagon qui sont dans toute la chaîne, CNews, BFM, les trucs comme ça. Donc c'est pas étonnant. Ouais, c'est terrifiant. Qu'est-ce qu'on va regarder ? C'est terrifiant, puis c'est d'autant plus terrifiant que voilà le rapport qui a été rendu public, il a été rendu public parce que qui c'est qui a voté pour évidemment toute la droite, l'extrême droite, etc. Qui s'est abstenu alors qu'il pouvait voter et changer la chose ? Les macronistes. Voilà. Ils sont du centre, donc ils n'ont pas d'avis et ils foutent la merde après. Voilà. Non, mais c'est pas étonnant, c'est juste consternant en fait. C'est pas étonnant venant de gens qui veulent supprimer le CNC déjà de base. Oui, totalement. Oui, aussi. Complètement. C'était vraiment un procès politique à ciel ouvert et c'était assez aberrant de voir ça. Enfin, bref, merci beaucoup. Alors que certains cinémas ont du mal à renflouer les caisses, certains ont décidé de leur mettre un pied à terre. Et oui, on a appris grâce à Le Monde que les complexes Mégarama mettaient la pression sur les salles municipales de cinéma en les accusant de distorsion de concurrence, pour la raison qu'ils vendent leurs billets un peu moins cher. Oui. Alors c'est quoi Mégarama ? Le groupe, c'est 30 cinémas, représentant 226 écrans implantés en France, en Espagne et au Maroc. En France, Mégarama a enregistré 5,3 millions d'entrées en salle en 2018, se positionnant à la 5e place du classement des exploitants français. Donc c'est quand même plutôt massif. Et pourtant, dans un email envoyé à tous les distributeurs français, Mégarama demande à présent aux distributeurs de ne plus vendre leurs films à une certaine liste de salles. Depuis début mars, certains cinémas municipaux
reçoivent ainsi les films avec 3 semaines de retard car ils font partie de cette fameuse liste. Ainsi, le directeur du cinéma de Perreux-sur-Marne, en Ile-de-France, racontait à Radio France qu'il ne pourra pas projeter le très attendu Le Diable s'habille en Prada 2. Au final, si on devait analyser un peu tout ce merdier, on comprend surtout que ce sont davantage les groupes et multiplexes qui souffrent de la baisse de fréquentation plutôt que les salles municipales ou d'art et d'essai. C'est comme si le caïd du collège en fait harcelait le petit mec à lunettes quoi. Voilà. Donc est-ce que Megarama a raison de souhaiter l'évincement de ces petites salles ? Bien sûr que non, mais enfin bref, votre avis ? Eh bah bien sûr que non. Bien sûr que non. On le voit très simplement. Nous, dans une semaine, on perd le Diagonal. Alors il va pas disparaître, mais c'est juste, il est en travaux. Juste en travaux. Le problème, c'est que pendant toute cette période en travaux, en fait, tout ce qui est film d'art et d'essai, on va être complètement paumé. On n'aura plus rien du tout et on va devoir se contenter du coup du cinéma mainstream qui va être proposé par Gaumont, Pathé, etc. Surtout des tarifs qui sont proposés par Gaumont et Pathé. On sait qu'ils se régalent au niveau des marges. Mais 7 €. Ouais, plein tarif, c'est v'là cher. Et je parle même pas des places en IMAX, en 4DX où c'est encore plus. Mais non, vraiment, c'est affreux. En fait, on en arrive à un stade où vraiment toutes les petites salles qui nous permettent de voir plein de films indépendants. Moi, je pense notamment à Ghostlight que j'avais vu l'année dernière, qui était passé à l'Utopia, donc vraiment ultra petite salle à côté de Paul Valéry. Il serait absolument jamais passé au Gaumont et aux Comédies. Enfin, Pathé, etc. Et le fait est que c'est un des films que j'ai le plus kiffé de l'année et c'est des films qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas ces petites salles. Donc bien sûr que non, il faut les préserver. Bah ouais, c'est clair. Ça fait partie de notre patrimoine culturel, notre patrimoine cinéma, bien sûr. Et puis en fait, avoir les films 3 semaines en retard, c'est vraiment un assassinat pur et dur parce que en fait, toute l'exploitation en 3 semaines elle a déjà été faite par les grandes salles et déjà que les vues chutent. Enfin, les entrées chutent dès la deuxième semaine, à la troisième, c'est déjà quasiment terminé, quoi. Et puis après, peut-être, leur manière de faire est catastrophique. Mais peut-être effectivement, ce qui montre aussi, c'est que le fait qu'il y a moins en moins de gens qui vont dans ce genre de complexe. Peut-être qu'aussi, il y a peut-être une négociation à avoir dans le sens où par exemple, à l'heure des vidéoclubs, tout ça. Je sais pas si vous connaissez les vidéoclub stores aux États-Unis. C'est des grosses chaînes de vidéoclubs, en gros, DVD, tout ça. Et en fait, du fait de leur taille et que les DVD ont péri en quelque sorte, du coup, ce genre de chaînes ont disparu. Et du coup, peut-être qu'on se retrouve en fait dans une tendance où, en gros, les grosses complexes vont commencer à disparaître au profit peut-être de plus petits cinémas. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que c'est peut-être le cas, je sais pas. C'est une bonne question. Et qu'on va revenir à des cinémas plus familiaux, tu veux dire plus peut-être, je sais pas, c'est possible. Moi, j'aimerais bien. C'est un peu ça, il y a un peu ce truc de, vu que les grands complexes veulent faire des salles plus premium, peut-être que maintenant on va aller vers des salles qui sont plus, comme tu dis, familiales, chaleureuses, et retourner un truc un peu plus... Avec les sièges confort qui confortables, voilà. Mais même au-delà de ça, tu le vois direct, par exemple, tu prenais le Diagonal pour exemple, mais moi ça m'avait surprise déjà, les petits messages qu'ils mettent avant les films, le fait qu'il n'y ait pas une quantité de pubs, mais rien qu'hier, je suis allée au Pathé, et vraiment... Il y avait 15 minutes de pub parce que je suis arrivée à l'heure sur le ticket, mais j'étais... ça avait longtemps que ça m'avait pas étonnée à ce point. J'étais ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a autant de pubs. D'ailleurs, si tu vas plusieurs fois dans la semaine, tu revois les mêmes pubs en boucle, 15 minutes à chaque fois. À chaque fois. D'ailleurs, en parlant du Diagonal, il y a Simon du coup qui m'a corrigé en disant qu'il y a l'Utopia qui va récupérer quelques films du Diagonal à Montpellier. Okay. Voilà. Donc le catalogue est en partie sauvé. C'est pas l'effectif. Mais c'est sûr que par contre, quand on connaît la capacité de l'Utopia, il y a quoi ? Je crois il y a 3 salles. Il y a 3 salles, ouais. Ouais. Il y en a pas beaucoup. C'est vrai que ça va être compliqué. Donc ça fait quand même une perte, quoi, mine de rien. Il y a des films, c'est sûr, on les aura pas alors qu'on aurait dû les avoir avec le Diagonal. Donc on va s'adapter comme on peut. Voilà. Et écoutez, merci beaucoup les copains, merci beaucoup surtout Costa pour cette page de news. Et c'est terminé, donc maintenant on va passer à notre partie débat de la semaine. Et on commence les débats avec la plus grosse sortie de la semaine, à savoir le biopic consacré à Michael Jackson, sobrement intitulé Michael, réalisé par Antoine Fuqua, à qui on doit notamment la trilogie Equalizer. Est-ce que cette plongée dans l'univers du roi de la pop aura su séduire nos chroniqueurs ? On voit ça tout de suite. You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all want to work in a steel mill like me for the rest of your days? No, sir. Yeah, because I sure as hell don't. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. Ready whenever you are, Michael. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So I'm planning an international tour. This is just the beginning. I need to think. I told you what to think. I love my family, but I just want to do my own thing. Just have all these ideas in my head. Just gotta get them out. Then do it, Michael. Not a little boy anymore. People always told me, be careful what you do. Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special life. And mother always told me, be careful who you love. I believe music can change the world. Spread love, joy, and peace. That is what I want the world to feel. Magic. Voilà, on a Michael dans la salle. Michael dresse le portrait cinématographique de la vie d'un des artistes les plus influents de notre époque. Le film raconte l'histoire de Michael Jackson au-delà de la musique, depuis la découverte d'un talent hors du commun en tant que leader des Jackson 5 jusqu'à l'artiste visionnaire dont l'ambition créative a alimenté une quête incessante pour devenir le plus grand artiste au monde. Côté casting, on retrouve Jafar Jackson, le neveu de Michael Jackson, qui joue le rôle de son oncle, mais aussi Coleman Domingo ou bien encore Nia Long. Et on commence avec Costa. Qu'est-ce que tu as pensé de Michael ? Alors, moi, j'avoue, il y a, comment dire, c'est pas un si bon film que ça. Mais j'avoue que j'ai quand même été attrapé. Là, le début, où il y a le début des, vous savez, des boîtes de production qui sont annoncées, avec le début de la musique qui apparaît, et tu sens une sorte de, enfin, c'est un projet que j'attendais beaucoup. Et on sentait bien que la salle était remplie, quand même une sorte d'effervescence, une sorte d'impatience, quoi. Et ça, j'avoue que l'expérience que j'ai vécue, en tout cas avec le public, qui en plus a applaudi à la fin, étonnamment, mais ils ont quand même applaudi, parce qu'au final, c'est quand même MJ, okay. Malheureusement, même si pour toutes les accusations qu'il a eues, tu vois. Mais non, c'est un film, moi, où il y a quand même des scènes qui m'ont attrapé, notamment l'interprétation de Coleman Domingo et en vrai de Jafar Jackson, même si c'est pas, j'ai pas conscience, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment la réalité, si c'est vraiment l'interprétation purement réelle par rapport à son tonton, c'est ça? C'est son oncle. C'est son oncle, pardon. Ouais, son tonton. Ouais. Mais moi, j'avoue que tout ça m'a vraiment attrapé, quoi. Il y a des scènes, notamment en fait, surtout, moi, ce que j'adore, c'est voir des artistes comprendre, comment ils créent certaines œuvres. Alors, bien sûr, le film le fait à 10% de ce qu'il pourrait faire, et c'est ça qui est dommage. Il part sur des sujets qui, en vrai, qui nous attendrissent, moi qui m'a pas forcément attendri, mais en tout cas j'avoue que certaines parties du film, donc où il cherche la musique, cherche à développer l'album, tout ça, moi c'était hyper enivrant pour moi, et ça m'a vraiment, j'étais vraiment excité, notamment par les musiques thriller, tout ça, voir ça à l'écran, c'était vraiment super excitant. Après effectivement, il y a des moments où c'est juste un concert filmé, quoi, et ça c'est vraiment dommage. Ouais. Justement, c'est ce dont parle Véro Laurent dans le chat. Est-ce qu'au final c'est pas juste un jukebox de ces chansons pas très profonds? Et d'ailleurs il y a Dame qui a fait une très bonne vanne, c'est Véro Laurent parle du jukebox pas très profond, et au final Dame dit que c'était plutôt les enfants Neverland qui l'étaient. Allez. Je valide amplement, la vanne a été excellente. Si c'est validé par Maxime, c'est que c'est pas une bonne blague. Est-ce que ce côté justement jukebox, compilation de musique, est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça et qui fait que du coup ça fait un film vraiment pas bien? Bah oui. Pardon, vas-y. Non, Moi j'allais dire oui totalement, parce que par moments dans le film je me suis dit
ah ouais, ils l'ont laissé en entier là, la musique. Bon, ça finit pas quoi. C'est un peu long. C'est pas que c'est un peu long parce que j'aime beaucoup Michael Jackson et j'aime l'écouter, tu vois, mais bon, oui, un peu quand même quoi. Enfin, t'as compris qu'il fait un concert, t'as compris que les femmes, voilà, d'ailleurs ça on va en parler, que les fans l'aiment. Pourquoi que des filles étaient montrées? Alors je sais pas si c'était parce que il avait un public particulièrement féminin, mais vraiment ça montrait tellement les fans, je veux dire, hystériques, clichés de on est trop fans et tout. Après aussi, ça revient aussi à un cliché de, par exemple, ce genre de scène, c'est vraiment typique de ce qu'on a vu dans le film Elvis de Baz Luhrmann. Oui. C'est vraiment les mêmes scènes. Et donc au final, ça revient un peu à ce cliché du success story et tout, et du mythe un peu. Mais la success story, elle est quand même poussée au maximum parce que là, c'est pas qu'une success story. Là, limite, on le considère comme un dieu dans le film, vraiment. C'est genre, c'est une divinité, c'est limite, c'est une religion, c'est le Michael Jacksonisme, vraiment. Et encore, je trouve pas tant. Hein. Après, Michael, c'est Michael, quoi. Enfin, il n'y a pas plus populaire quasiment, et à l'époque, c'était vraiment. Enfin, même maintenant, c'est des plus. Enfin, tout le monde connaît Michael Jackson. Ah ouais, donc, je pense pas que ce soit exagéré non plus le niveau d'importance qu'il lui prête dans le film, mais. Je sais pas. En fait, c'est pas l'importance, c'est pas la popularité qui est, je trouve, assez bien représentée. C'est plus le fait que il est considéré comme un Jésus-Christ dans le sens où, en gros, il apaise les mœurs. C'est lui qui va voir les enfants. C'est lui qui va. Enfin, c'est un film qui est un peu trop lisse. C'est ça aussi qui est un peu dommage. Oui. Mais après, au final. Je trouve que c'est un film qui, dans un contexte aussi catastrophique qu'est notre société actuellement, moi, j'avoue que. De regrouper les gens comme ça, même si malheureusement c'est un des pires artistes, on va dire, pour tout ce qu'il a, pour toutes les accusations qu'il a au cul, quoi. Moi, c'est un film que j'ai kiffé aller voir au cinéma, pardon. Perso, moi, j'aime bien les biopics musicaux, mais vraiment, je connaissais pas du tout. Enfin, je connais Michael Jackson, de nom normal, et j'ai un peu ses musiques en tête, mais genre sa vie en général, je n'ai aucune info sur ça. Et pour moi, c'était un peu le truc de biopic, je vais avoir des infos sur sa life. Et je n'ai pas eu grand chose, j'ai rien découvert. Limite, c'était plus un biopic, et encore sur les Jackson 5, et encore, c'est vraiment. On voit jamais les frères, c'est des figurants. Ils sont figurants, on les voit pas. Le daron, qui est par contre, l'acteur. Je le déteste. Voilà. L'acteur ou le personnage? Le personnage. L'acteur est vraiment incroyable. Coleman Domingo est absolument incroyable dans ce film, c'est peut-être le seul truc bon du film. Oui. En fait. Et même aussi l'acteur de Michael, je trouve que c'est pas parfait, mais je trouve qu'il y a quand même dans son jeu, je trouve qu'il y a une volonté quand même de bien faire. Je trouve que ça sent une énergie qui donne quelque chose. Ouais. Mais après, sur le fond, je trouve que le film, en fait, il est un peu long, il y a pas grand chose dedans, et en même temps, quand ça se finit, je suis en mode déjà la fin, je suis en mode mais c'est que ça finit là-dessus. Je suis en mode mais je n'ai rien. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai pas aimé, tellement c'était un peu un vide, je trouvais. En fait, c'est un des gros problèmes, je trouve, qu'on a dans les biopics de manière générale. C'est généralement, t'as le début qui est un peu en mode montée en puissance. Le reste est intégralement plat, vide et chiant. Et la fin, on essaye de faire un peu en mode finale grandiose. Mais là, le final, il est pas grandiose parce que il y a un deuxième film qui est prévu. Et le deuxième film, j'ai très très peur de la manière dont il va aborder. Il y a un deuxième film de prévu. Mais je savais même pas qu'il y avait un deuxième film. C'est littéralement marqué à la fin, c'est marqué. La flemme de faire la suite, du coup, c'est à vous de. Vraiment, la fin dit il y aura un deuxième film. Et c'est sûr qu'il y aura un deuxième film. Par contre, le deuxième film, la manière dont il va aborder les affaires que Michael Jackson a au cul, je pense que ça va être fait d'une manière qui est pas du tout objective et qui va être d'une manière pas du tout orientée sur on croit les victimes. Donc je pense que ça va être absolument catastrophique. Je sais pas ce qu'en pense Corto. Déjà, moi je pense que ce film, j'ai l'impression qu'il a été écrit avec des avocats, c'est-à-dire que my god, il y a pas de choses qu'ils n'ont pas le droit de citer, et on ne parle pas de Janet Jackson par exemple, sa sœur, on parle pas non plus de sa relation qu'il avait à l'époque avec aidez-moi, Diana Ross. Voilà, c'est ça, et qui est quand même assez importante. Mais ça c'était après ou c'était avant? Non, c'était là, cette période-là, et du coup on n'en parle pas. Du coup, ça, c'est des gros trous. Après, en fait, tout va trop vite. Ça mon problème. C'est-à-dire qu'ils disent il n'y a pas eu d'album solo de Michael quand il était petit. Il y a des albums solo de Michael. Alors, c'est ok sous la direction de son père, certes, mais c'est pas en claquement de doigts qu'il arrive à Off the Wall, etc. On sait pas comment il connaît Quincy Jones. Alors qu'en vrai, quand on connaît Michael, on sait que Quincy Jones, c'est vraiment le mec qui a créé tous les grands classiques de Michael. Et moi, c'est pas un truc qui m'ont frustré. En fait, on s'attarde que sur des petits trucs dont en vrai on s'en fout, genre ces scènes avec le singe, etc. Enfin bref, très anecdote. Il dit à son lama mais j'ai trop hâte d'aller faire de la musique avec Quincy. Et la scène d'après, il est déjà en train d'enregistrer les gros hits de Off the Wall, et t'es là, ok.
Et puis en plus c'est frustrant parce que c'est le même producteur de Bohemian Rhapsody, on est d'accord? Oui. Et du coup en fait il y a eu des critiques, il y a eu les mêmes critiques que c'était un film qui avait mal retranscrit la vie de Freddie Mercury. Et en fait on pensait qu'il aurait réparé ses erreurs et qu'il aurait fait un film plus intéressant. En fait au final c'est le même problème, ça change pas. Et encore tu vois, vu la thune qu'ils se sont fait avec Bohemian Rhapsody, c'est vrai. Oui, mais tu et les vois, Oscars et tout. Et encore moi j'ai été beaucoup plus touchée en profondeur par le film de Freddie Mercury et de Queen du groupe que par Michael. Ouais, là j'ai vraiment j'étais face au cinéma, c'est un film de forme où en fait ils ont trouvé la recette parfaite pour faire un biopic sur quelqu'un de connu en plus aussi éternel et star que l'est Michael Jackson et que l'a été et c'est c'est exactement ce à quoi on s'attend en fait quand on va au cinéma, et c'est ça que j'ai trouvé ça dommage parce que je me suis dit au final en fait oui je sais pas, il y a rien, c'est comme vous le disiez en fait, c'est lisse, il y a pas de profondeur et les scènes de musique sont bien mais durent extrêmement longtemps et la fin elle est bâclée, je sais pas, c'est j'ai même pas si bien réalisé en fait. Il y a toute la scène sur Bad, moi j'étais cringe à la fin parce que je trouve que il y a des plans, ils ont aucun sens, c'est sur ses petits pieds ou au machin, enfin bref, j'ai pas trop aimé la mise en scène, le montage et tout. Il y a des scènes où ça rendait vraiment pas bien et en fait c'est juste dommage parce que moi je veux pas m'étaler sur les casseroles de Michael Jackson, etc. Sûr. Mais en gros, quand même, pour la star que c'est, je trouve que c'est pas forcément lui rendre vraiment hommage, parce que c'est quand même le but de ça. Enfin, tu vois, il y a la famille Jackson derrière, voilà, donc c'est quand même pour flirter un peu l'ego de Michael Jackson, etc. Le but c'est pas de lui rendre hommage, le but c'est juste de relancer la machine à fric qui est bloquée depuis 15 ans parce qu'il a les affaires au cul, c'est surtout, pour ça. Surtout quand tu nous dis qu'il va y avoir il y aura une suite, à l'annonce c'est sûr. Du 2. Il y aura une suite, c'est quasi sûr. Et par contre, vu comme la famille avait déjà le droit de regard et parce qu'à la base il y avait déjà des séquences qui étaient tournées sur les affaires qu'il a au cul, etc. La famille est arrivée, a dit vous faites pas ça, sinon on fait bloquer le film. Et du coup, ils ont dit ok, on se couche. Mais par contre, la deuxième partie du film, ça va être très chaud, je sens que ça va vraiment être catastrophique. Je pense qu'ils n'ont pas assez de matériel pour faire le 2, même avec la scène coupée. Bien sûr que si. Ah ouais, tu pensais? Je pense qu'ils vont devoir retourner des trucs et après intégrer les trucs qu'ils ont déjà tournés. Ils ont dû enlever. Ça va être du remâché. Ils ont dû enlever peut-être 40 à 50 minutes, je pense, mais pas plus. Ils ont déjà re-shooté des trucs, il y a déjà eu 50 milliards ils ont re-shooté au moins les 30 dernières minutes, c'est du re-shoot. Ça t'a coûté tellement cher. $50 millions. C'était annoncé, le budget était de 150 millions, le re-shoot ça a coûté 50 millions de plus. Ouais, mais niveau box-office, ils sont tranquilles. Il a déjà fait un démarrage énorme. Oui, il a fait un gros démarrage, il a cartonné. Parce qu'en même temps, c'est parce que c'est Michael Jackson. C'est Michael Jackson, et aux États-Unis, ce truc de les affaires de pédocriminalité qu'il a, elles sont beaucoup moindres et il y a beaucoup plus de relativisme vis-à-vis de ça. Et puis même, on peut s'arrêter au fait que c'est Michael Jackson. Oui, voilà. Tu vois, tout court. Regardez The Doors. Mais en plus, le réalisateur de Living Neverland, le documentaire qui parle de ces accusations, lui a critiqué et a dit que c'était catastrophique ce film et que c'était affreux de voir ce film. Bref. Bon, et vous l'aurez compris, on n'est pas du tout convaincu par Michael, mais ça tombe bien, il est l'heure de marquer une petite pause musicale avec un artiste dont j'ai encore jamais parlé ici à la radio et qui pourtant est au cœur de mes playlists depuis maintenant plus de 5 ans, et c'est un bien meilleur chanteur que Michael Jackson. Je dis ça parce que j'aime pas vraiment les chansons de Michael Jackson. Donc je vous laisse avec Baptiste Ventadour et on se retrouve dans quelques minutes. Je connais pas du tout. Le vent circule dans les couloirs de l'immeuble où t'avais l'espoir de laisser tes pulls préférés. Quelques dizaines d'années, des tasses de café en argile, du magasin du centre-ville où t'as vécu, d'où sont partis ton joli cul, mes insomnies. T'as mis les voiles sur quelques rêves quand ton moral a fait la grève. Depuis la poussière du salon s'est jetée derrière le balcon. T'avais la vue sur Burger King, sur la petite place de parking, et le moteur a démarré derrière mes yeux. Restent les rivières de sel et les photomatons, les milliards d'années-lumière qui nous sépareront, nos histoires à l'appel et le bruit des néons, les choses qui chancellent, même les plus belles. Restent les rivières de sel et les photomatons, les milliards d'années-lumière qui nous sépareront, nos histoires à l'appel et le bruit des néons, les choses qui chancellent, même les plus belles. Valait mieux regarder le ciel, c'est sûr, c'est mieux que les poubelles devant l'entrée du bâtiment où tu m'as ramené souvent me réchauffer les soirs d'hiver.
après la 5e terre des deurs, et on montait en courant d'air. Tu te rappelles, je marchais comme un acrobate, en prenant tes mains délicates. Les oiseaux mataient par la fenêtre, quand tu déshabillais tout ton être. Puis le vent a changé les draps et emporté le matelas. Un mois de juin devant tes yeux verts. Restent les rivières de sel et les photomatons, les milliards d'années-lumière qui nous sépareront. Nos histoires à l'appel et le bruit des néons, les choses qui chancellent, même les plus belles. Restent les rivières de sel et les photomatons, les milliards d'années-lumière, les oiseaux qui s'en vont. Nos histoires à l'appel qui ne s'effaceront, les choses qui chancellent, même les plus belles. Restent les rivières de sel et les photomatons, le goût du phare, les oiseaux qui s'en vont. Nos histoires à l'appel et le bruit des bourdons, les choses qui chancellent, même les plus belles, même les plus belles, même les plus belles. Restent les rivières de sel et les photomatons, les milliards d'années-lumière qui nous sépareront. Nos histoires à l'appel et le bruit des néons, les choses qui chancellent, même les plus belles. Restent les rivières de sel et les photomatons, les milliards d'années-lumière, les oiseaux qui s'en vont. Nos histoires à l'appel qui ne s'effaceront, les choses qui chancellent, même les plus belles. Et on reprend nos débats avec un film qui n'a ni queue ni tête, ou plutôt ni bras ni jambes, puisqu'on va évoquer pour le meilleur le nouveau film de la réalisatrice franco-belge qui avait signé A Good Man ou encore Divertimento. Le film s'inspire du parcours de Philippe Croizon sur sa mythique traversée de la Manche à la nage. Voyons si ce film a été une réussite ou un naufrage chez nos chroniqueurs. Merci beaucoup pour votre invitation. Juste une petite précision sur mon physique. Je suis handicapé. Moi, je suis portugaise. Oh mon Dieu, ma pauvre. Moi qui me plains de mon petit handicap de rien du tout. Philippe, la seule fois qu'une femme a accepté de te rencontrer, c'était pour remplir son frigo avec ton allocation d'handicapé. Susanna, c'est pas la même chose. Alors, Philippe Croizon, quel sera votre prochain exploit? La traversée de la Manche. Papa, il sait pas nager, il flotte à peine avec sa bouée. T'imagines traverser une mer? Et si tu commençais déjà par faire une longueur? Déjà ici, une largeur. Distance, 34 km. Même si s'entraîner pendant des jours, il faudrait 4 ans. 2 ans. On vous en donne 9. Je l'ai jamais vu aussi vivant depuis que t'es dans sa vie. Répète après moi, je vais y arriver. Je vais y arriver. Plus fort. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. L'incroyable histoire d'amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses 4 membres, et de Susanna, une femme qui va lui redonner l'énergie et la possibilité d'avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage. Au casting, on retrouve Pierre Rabin, Lily Fleur Pointeau ou bien encore Sandrine Bonner, et on commence les débats avec Chennai. Qu'est-ce que tu as pensé du film ? Eh bien, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment devant. Déjà, le côté très vivant, c'est un film qui te donne envie de faire des choses et de vivre, quoi. Et je trouvais que c'était fait avec humour, avec un objectif, ce que le personnage et la vraie histoire, du coup, son histoire, elle est quand même assez folle et intéressante. Donc j'ai vraiment passé un bon moment. Et puis je trouvais que le duo d'acteurs était assez bon et matchait bien. J'avais bien l'énergie, je trouvais, de leur couple et l'humour surtout, que j'ai trop kiffé. Et puis voilà, après, je serais quand même un peu mitigé. Je trouve que ça avait quand même genre très téléfilm malgré tout, niveau réalisation. C'est plutôt visuellement plat. La fin du film sur la traversée, c'est quand même pas très... C'est sympa, mais c'est pas épique. C'est pas... Je trouve que ça manque de tension que j'aurais aimé ressentir pour l'événement que c'est comme histoire. Voilà, sinon j'ai passé un bon moment, mais... j'ai aimé découvrir en tout cas plus l'histoire de
de cette personne. Alors tu vois, tout ce que tu as soulevé, moi je suis à l'opposé de toi, parce que du coup j'ai pas apprécié le film, je l'ai pas aimé, et la seule partie que je trouve intéressante, c'est la traversée de la Manche, justement. C'est très bien. Parce que je trouve que toutes les 2 tiers dans lesquels on ne représente pas la traversée de la Manche, vraiment, c'est d'un ennui, parce qu'au fait, c'est une scénette avec 2 plans, scène suivante, 2 plans, scène suivante, 2 plans, scène suivante. Et au fait, c'est une vie comme ça qui est condensée pendant les 2 tiers du film, et c'est ultra rapide. C'est beaucoup trop rapide. C'est très rushé aussi le début. C'est trop rushé et c'est affreux, je trouve. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Costa ? Est-ce que tu trouves que c'est rushé, toi aussi ? Alors, je suis vraiment moi, c'est pas ça qui m'a dérangé, c'est l'acting. En fait, la première partie, alors, Philippe Croison, c'est une vie quand même que je connaissais un petit peu et il m'avait fasciné son histoire de la traversée de sa fin. Je trouve ça fascinant comme histoire. Et en vrai, c'était pas mal connu en France à une époque. Et j'avoue que j'en entendais un tout petit peu de ce film. Et en fait, le problème, c'est que moi, l'acting à la première partie, j'y ai pas du tout cru, quoi. En fait, comme on parle un peu de leur rencontre et donc du fait qu'en fait, ils s'entendent trop bien, qu'il y a eu un coup de foudre. Mais moi, je ne vois aucune alchimie entre ces deux acteurs-actrices à la première partie du film. Et puis après, il y a Corinne Mazerio qui est arrivée, la coach, qui fait aussi Captain Marlowe. Et là, par contre, moi, après ce moment-là, j'ai adoré ma séance. Mais elle est incroyable, cette actrice. Elle est trop bien, je trouve qu'elle donne. En fait, c'est elle vraiment qui donne ce côté un peu loufoque au film, de par son langage qui est très marrant, tout ça. Et même en fait, Philippe Croison, qui est quand même un personnage très solaire et très marrant dans la vraie vie. Et bah là, je trouve que dans le film là, en vrai, il fait dépressif. Il fait très dépressif, exactement. Il a un petit côté un peu. Moi, il faisait penser à Grand Corps Malade. Mais clairement, oui. Et en fait, justement, je trouve que c'est que. Encore malade. Ah, il est bien encore malade. Mais là, vraiment, t'as l'impression que Philippe Croison dans son film. T'as l'impression que Philippe Croison dans son film, il a juste envie de se tailler les veines. En fait, vu tout ce qu'il traverse, c'est un peu normal. Voilà. Peut-être que Philippe Croison, à l'époque, il était plus dans. Je suis d'accord, mais c'est qu'il y a une différence. En fait, moi, ce que je comprenais pas, c'est que dans le scénario, ils font que dire, oui, voilà, il a le don de nous faire sourire et tout ça. Enfin, il est solaire. Et puis juste à côté, t'as un cut sur lui qui est en train de limite de pleurer de sa situation, et ça totalement compréhensible, mais ça m'a fait sortir du film dans le sens où en fait leur acting, même en plus la thématique de sa copine avec sa surcharge de travail, tout ça, moi je trouvais ça que c'était un arc qui était hyper intéressant, et j'avoue qu'en fait j'aurais voulu qu'on s'intéresse un peu plus à cette histoire, parce que en fait au final, dans la première partie en tout cas, c'est vraiment elle qui, je trouve, qui chapeaute tout, quoi, et c'est hyper intéressant de la suivre. Et puis après, effectivement, avec l'histoire de traversée où on est un peu plus dans la séquence entraînement, là effectivement j'étais beaucoup plus empris dans le film. Mais je reviens du coup sur ce qu'avait dit aussi Shena, je trouve vraiment, par contre, les dialogues, vraiment, ça fait film TF1 au possible. Vraiment. C'est un bon téléfilm, quoi, mais c'est pas un bon film de cinéma. Et encore un bon téléfilm. Alors, moi, je considère que c'est ni un bon téléfilm ni un bon film, mais c'est un téléfilm sympa. Ouais. Bon. Un dimanche après, en famille. Est-ce que moi, ça a fait le taf sur moi. J'allais justement te poser la question, est-ce que Corto, tu as trouvé ce téléfilm sympa ou pas ? Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt touchant quand même. Enfin, en fait, quand t'es pris dans l'histoire, moi, je suis peut-être dans un mood un peu. En fait, ça dépend aussi les films. Des fois, on est dans les moods. Moi, j'étais tout seul dans l'une des plus grandes salles du Gaumont, parce que c'était le jour où Michael sortait. J'étais vraiment tranquille. Je pouvais faire autant de commentaires que je voulais. C'était très, très, très bien. Et du coup, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, certes, au niveau mise en scène, c'est pas exceptionnel, mais j'ai envie de dire qu'en réalité, pour moi, il y a quand même 70% de films français qui sont pas très ambitieux non plus comme ça. Donc, ça m'a pas choqué non plus. Je m'attendais pas à avoir la mise en scène hyper folle. Après, niveau acting, c'est vrai que l'acteur principal, il est peut-être pas acteur de base. L'acteur principal, il est pas acteur, il est sportif en fait. À la base, il est nageur, voilà. C'est pour ça. Donc, je trouve que quand même, c'est pas non plus catastrophique ce qu'il fait. Et puis, en fait, j'ai bien aimé le fait qu'on parle quasiment autant de ce personnage-là que de sa compagne, en fait. Je trouvais que leur alchimie marchait plutôt bien, et que voilà, enfin globalement, moi je trouve passer un beau moment, en vrai. Moi j'ai pleuré à la fin du film, hein. Il m'a quand même touché, hein. Oui, ça a sorti les larmes aussi. Ah oui, tu vois. Tu peux pleurer après.
forcément. Après une bouse. C'est vrai. Bah, j'ai détesté le film du coup. Non mais c'est effectivement c'est que ça manque d'une précision artistique quoi. C'est une question que je voulais vous poser parce que du coup il y a Véro Laurent qui dit encore un biopic qui tombe à l'eau. C'est hilarant. Parce que hilarant. Maxime, tu as trouvé ton acolyte. Corto a dit qu'il était tout seul dans sa salle. Moi j'avais 3 personnes. Vous aviez beaucoup de gens dans votre salle? Moi j'étais seul dans la salle aussi. Ah non, le film c'est une catastrophe du coup au niveau du box-office. C'est même pas qu'il sortait à la base. Moi je l'ai vu parce qu'on en a parlé. Déjà la promo, il y a eu des bandes annonces une semaine avant déjà. Donc c'est pas énorme, mais ouais non, c'est une catastrophe du coup au box-office le film. Ah ouais, parce que moi c'était jour de sortie, hein, donc normalement c'est là où il y a un peu de gens, surtout que c'était dans une grande salle, c'est-à-dire que la plus grande salle était prise par Michael, mais la deuxième plus grande salle c'était ça quand même. Ouais. Être seul quand même, c'est compliqué. Et je suis pas sûr que la promo suive là. Je pense que ça va pas. Après, je trouve quand même que le film fait honneur à l'histoire et en tout cas, pour moi, il ne va pas du tout dénigrer ou rabaisser. Je trouve que ça ne fait que amplifier l'histoire. Mais c'est pas l'objectif, oui, bien sûr. Voilà. Et je suis sûr que c'est le genre de film en fait qui fait des tournées des écoles et des lycées. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, par exemple, Philippe Croizon, il le dit à la fin, qu'il fait pas mal de conférences. À tout moment, il y aura des séances scolaires et après suivi d'un entretien avec Philippe Croizon. Et je suis sûr qu'il aura un impact différent que juste un box-office, vous voyez. Parce que le cinéma, c'est pas aussi que du box-office. Maxime. Oui, parce que sinon, on reprend les propos du RN et c'est pas cool. Mais trop tard, effectivement. Je suis un facho, visiblement. Bravo, Costade. Tant pis. Écoutez, pas très convaincu non plus, mitigé, pareil. Bon, peut-être que le dernier film va être mieux, hein, si on passe à notre dernier film, qui est un premier film. Il s'agit du premier long métrage de la réalisatrice Sophie Beaulieu, qui avait déjà réalisé plusieurs courts-métrages avant. Alors on va voir si nos chroniqueurs ont aimé leur visionnage. Elle rentre dans l'ascenseur comme ça, elle me dit dis donc, ça serait top qu'on aille faire du parapente ce week-end avec ta femme. Non mais hola. Elle fait quoi Audrey dans la vie, Rémi? De la com. En fait, nos 6 mois, je vais lui préparer une blanquette. Police nationale, j'écoute. Enfin voilà, ma poupée s'est réveillée. Bon, vous pouvez pas rester ici. Hein. Pourquoi? Je suis exactement la même, mais en vrai. Non, mais... Ne m'approchez pas. Bonjour, mon amour. On se calme, hein, on se connaît... Enfin, ça va très vite, quoi. Au fait, Rémi, il y a ta femme qui a appelé. Je vais vous décevoir, j'ai rien à raconter. Bah oui, je sais. Audrey, enfin. Bernard, Rémi est venu avec Audrey. Elle est parfaite, ta petite femme. Parfaite. Rémi s'est fait quitter, il s'en est jamais remis. Heureusement qu'il m'a prise. Et toi, tu es heureux avec Audrey? Oui. Mais c'est pour ça que t'as pris une poupée, pour pas souffrir. Rémi me dit qu'il faut que j'ai ma vie à moi, donc si je commence à m'épiler, à maquiller, à me démaquiller, à me muscler, à mincir, je vais faire que ça. Et j'appelle pas ça avoir sa vie à soi, moi. Oh. Rémi ne s'est jamais remis de sa dernière séparation. Depuis, il s'est mis en couple avec une poupée. C'est plus simple. Elle s'appelle Audrey. Le jour où Patricia, une nouvelle collègue, arrive dans l'entreprise de Rémi, Audrey va mystérieusement prendre vie. Au casting, on retrouve Vincent McCain, on a Zoé Marshall, mais aussi Cécile de France. Et on commence les débats avec Solène. Est-ce que la poupée t'a convaincu d'en prendre une? Alors d'en prendre une, sûrement pas. Même pas une poupée Michael Jackson? Non. Encore moins. Non, par contre, j'ai appris là, pendant qu'on regardait la bande-annonce, que ça avait été réalisé par une femme et je suis d'autant plus choquée. Du coup, ça a encore plus confirmé l'avis que j'ai sur ce film qui est mauvais. Voilà, désolée de le dire. J'ai pas bien aimé. En fait, j'ai eu l'impression, pendant tout le film, quand on parle de la narration du scénario, etc., que c'était un enchaînement de ouvrir des portes déjà ouvertes en fait. C'est-à-dire que je sais pas si le propos du film voulait qu'il y ait un discours féministe un peu où voilà, la poupée devient vivante pour en fait révéler tous les points négatifs que le rôle, je sais plus comment il s'appelle le garçon. Vincent McCain. Vincent McCain. Oui, non mais son rôle.
Rémi, non Rémi, tout à fait, il s'appelle Rémi. Rémi a et tous les traumas qu'il a, etc. Parce qu'en réalité, c'est toi qui l'avais dit d'ailleurs quand on l'a vu ensemble chez Nike, que c'était pas vraiment un film sur la poupée, mais c'était plus un film sur Rémi. Oui, c'est un film sur lui en même temps. C'est sur lui, c'est plus une comédie romantique sur lui que sur la poupée, alors qu'il y avait un peu une bonne idée de faire un truc sur... Moi, ça me faisait un peu penser dans l'idée à Pauvre créature. Dans le sens où c'est une femme qui prend vie que maintenant et qui du coup bien sûr très bien mais genre c'est dans l'idée que genre une femme prend vie aujourd'hui et du coup découvre à l'âge adulte tous les stigmates, enfin tout ce que une femme subit par la société. Et donc dans l'idée il y avait un bon propos, mais enfin c'est pas abouti, des portes ouvertes qui sont enfoncées comme tu disais. Ouais, c'est vraiment... Alors pour les portes ouvertes qui sont enfoncées, je suis entre guillemets plutôt d'accord, parce que je trouve qu'effectivement le film est très simple, genre dans sa narration vraiment c'est une grosse ligne droite, c'est pas qu'il y a un manque d'originalité, mais vraiment on est sur un truc très simple, mais je trouve que ça marche trop bien. Moi franchement j'ai bien aimé mon visionnage, moi j'ai bien aimé le film, j'ai beaucoup rigolé parce qu'en fait j'ai trouvé un peu cet humour où on provoque le malaise c'est un peu le même truc que j'ai pu voir dans, alors c'était peut-être un petit peu mieux géré dans Alter Ego notamment avec Laurent Lafitte, et Alter Ego vraiment c'était ce truc du on met de l'humour parce qu'on vous met mal à l'aise et ça en devient drôle, et bah la poupée c'est un peu pareil. Moi vraiment j'avais ce truc où je me tapais un petit peu des barres parce que justement il y a des vannes qui faisaient beaucoup rire et qui marchaient très bien. C'est débile mais ça marche très bien. Ouais mais non, parce que moi je suis complètement en faveur de cet humour gênant, enfin vraiment j'adore ça au cinéma, un peu. Mais là ça me faisait pas rire, enfin vraiment j'étais là genre non, juste c'est cringe, et en plus même je trouve ça hyper enfin après t'as le droit d'avoir ton avis, c'est vraiment juste moi comment j'ai réagi et comment j'ai perçu le film, mais le truc de aussi comparer cette fille qui est la poupée Audrey parfaite, hyper belle, qui sort, non mais pardon mais cette scène, qui sort du lac complètement trempée avec sa chemise, on voit tout son corps trop belle, à Cécile de France, le rôle qu'elle joue, où elle a les cheveux courts, elle fait un peu garçonne, elle joue au baby-foot comme les mecs, tu vois, donc enfin et peut-être que le but du film était justement là, tu vois, et d'être là en mode ah bah regardez en fait une femme c'est bien plus que ça, et il y a pas que... Je pense qu'il y a des problèmes de subtilité dans le film. Ah mais complètement, c'était absolument en fait, déjà le film commence par une sorte de reprise qui sonne un peu à mon oreille de Creep de Radiohead. Et je trouve qu'en fait commencer le film par d'un mec qui a une poupée par I'm a creep, I'm a wheel, je trouve ça extrêmement peu subtil, et en fait à partir de là je me suis dit ah ouais non, excusez-moi, enfin t'as pas besoin d'expliciter autant, et moi c'est le genre de truc qui me saoule dans les films, donc ça commence comme ça, déjà je me dis oh, et puis je sais pas en fait je peux comprendre le propos, mais en même temps je trouve qu'il est pas si bien traité en fait, parce que j'ai essayé de comprendre en réalité. Je me suis dit en fait il prend une poupée parce que voilà, il était trop déçu par l'amour, les femmes, etc. Bref, et après en fait à partir du moment où il rencontre le personnage de Cécile de France, la poupée prend vie, et c'est vrai que sur le moment j'ai pas vraiment compris, mais et puis même en fait je pense avoir un peu compris, mais j'aurais du mal à l'expliquer comme ça en fait. Mais moi je trouve que justement c'est intéressant parce que le film il soulève vraiment un peu cette question morale et éthique sur comment est-ce qu'un homme peut en arriver à un tel stade où vraiment il prend un objet qui n'a pas du coup de consentement à poser pour justement pouvoir satisfaire ses désirs. Moi, c'est une question évidemment qui pose beaucoup de limites en matière de morale et d'éthique, mais je trouve qu'elle est quand même intéressante à poser. Je trouve que le film sur ce coup-là, pour le coup, il le présente plutôt bien son sujet, il l'introduit bien, et pour le coup vraiment on essaie un petit peu de se remettre en question, de se dire de quel côté il faut être, s'il y a un côté dans lequel il faut être. Et alors je reviens juste sur ce que tu as dit pour le coup, la coupe de cheveux un peu au carré de Cécile de France, c'est elle qui l'a faite. En fait, la réalisatrice lui avait pas donné de conseil. Et au fait elle arrivait sur le plateau avec sa coupe un peu carrée comme ça, et la réal a dit bah banco. Ah c'est ok, d'accord. Non moi voilà, je l'avais relevé, en fait, parce que elle a surtout fait ça parce que ce rôle un peu de femme qu'elle peut avoir dans ce film là, c'est un type de rôle qu'on retrouve beaucoup notamment dans les films où elle a joué, notamment dans les films de Clapiche. D'accord, ok. Voilà. Ok, non mais c'est petite juste... anecdote, c'est Allociné qui propose des petites anecdotes comme ça, voilà, je partage. Okay. Bah c'est juste, je l'avais relevé parce que je trouvais que ça allait avec le personnage, mais j'ai trouvé ça un peu dommage de caricaturer une femme comme ça à bah regardez en fait elle sait parler les langues, elle est hyper indépendante, elle a pas besoin d'hommes, elle sait faire du parapente, et l'autre c'est une poupée et oh my god, c'est trop une rebelle et c'est trop une femme parce qu'en fait elle assume d'avoir ses règles devant les beaux-parents de son copain. Enfin, c'est bon, excusez-moi mais comme Adèle Exarchopoulos un peu, genre vraiment elle a vraiment une vibe
contre, la voix, la tonalité, vraiment, on aurait dit Exarchopoulos dans Mandibule. Vraiment, ouais. Ça m'a un peu. Et Corto, qu'est-ce que t'as. Corto. Costa. Ils ont dit qu'il le ferait. Putain, il m'a déjà oublié quoi. Comme ça. Un nouveau arrive, il est déjà trop fort. Dis-moi, Costa, désolé. Mais moi, ça m'a fait penser au mélange des genres. Dans le sens où. Enfin, je sais pas si vous avez vu le film, en gros. Moi, j'avais adoré le mélange des genres, mais j'étais vraiment le seul à avoir adoré le film. En fait, c'était un film où, en gros, pareil, c'était. On prend un propos et on va dire qu'on joue un peu avec, où en fait, c'était un homme c'était une femme qui agressait faussement d'agression sexuelle à un homme. Okay. Et ça voulait faire un film en gros là-dessus. Et en fait c'est pareil, en fait pour moi c'est un film qui aurait dû exister en 2012 ou 2010, dans le sens où en fait c'est que j'ai l'impression que après peut-être que nous on a conçu, pour nous c'est déjà fini, enfin non pas du tout. Pour nous, peut-être que ce combat, il est peut-être moins important parce que notre génération est plus impactée par tout ça. Mais peut-être que moi, je trouve que c'est un film de quarantenaire dans le sens où. Comment ? Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et où je trouve qu'effectivement, en fait, où en fait, c'est un propos qui est très mal amené. Et même en plus, tout le débat sur sa sœur qui est j'ai oublié, pardon. Non-binaire, non-binaire. Et c'est simpliste un peu. Et en fait, c'est simpliste, mais pourtant, le fait qu'ils remettent en question à chaque fois en faisant des vannes là-dessus, et pareil, là, pour moi, c'est vraiment un film de quarantenaire qui a pas forcément conscience de. C'est justement ce qui m'a un petit peu bloqué. Et je pense qu'avec Shena, on est d'accord sur ce coup-là. Ouais. Le film, il peut paraître ultra progressiste, mais à chaque fois qu'il y a le personnage non-binaire qui arrive, il retombe dans une comédie de boulevard française ultra réac, et j'ai pas du tout aimé ce truc-là. Sur deux, ça passe de très ouvert, et d'un coup t'es en mode mais après pourquoi vous êtes border comme ça, enfin, c'est genre le personnage non binaire, il est dans une secte avec les esprits, la lune, etc. Oui, voilà. Non mais en plus je trouve quand même que quand tu prends le sujet du film d'un gars qui se retrouve seul parce qu'il a été blessé de sa copine qui l'a quitté au point d'en prendre une poupée sexuelle pour avoir de la compagnie, où justement il y a toute la scène d'introduction du film où on le voit parler seul avec elle, il y a vraiment la solitude qui est mise en place, que je trouve trop intéressante, et ce sujet-là est trop cool, et il aurait pu être tellement développé d'une meilleure manière que juste à ça. Je trouvais ça un peu dommage. Mais vas-y. Oui, il y avait une piste de sujet genre sur la santé mentale, qui était intéressante. Carrément. Et qui n'est pas aboutie, ou c'est des portes ouvertes, enfoncées. Mais complètement. En fait, il y a plein de bribes de sujets qui sont lancés. Et en fait, on n'en saisit vraiment aucun au final, et ça fait une comédie qui est un peu marrant. J'ai un peu rigolé devant. Je trouve quand même, là pour le coup, je veux le dire, je trouve que les acteurs sont vraiment très bien. Ouais. Moi, et la chimie entre les deux. Je suis pas objectif parce que je suis désolé, mais Cécile de France, moi j'adore Cécile de France. Mais oui. Moi, je suis fan aussi de, comment elle s'appelle, Zoé. C'est Zoé Marshall. C'est Zoé Marshall, tout à fait. Film dans Kukachika aussi, ça s'appelle. Ah, j'ai pas vu. J'aime bien cette actrice. Et plus, elle a une bonne vibe, même en vrai et tout. Donc en fait, je trouve que l'alchimie des trois comédiens, vraiment il y avait un truc assez cool. Heureusement. Et en fait je trouve que le film tient sur ses acteurs. Genre, quand à la base j'avais pas vu l'annonce de ce film, et quand j'ai lu le synopsis et tout, j'étais en mode oula, mais c'est tout du film que je vais pas aimer. Et en fait il y avait juste le casting qui me hypait, et en fait vraiment pour moi le casting a vraiment pas sauver le bateau parce qu'il n'y a pas tout à jeter, mais enfin il y a quand même genre il a mis des flotteurs, il a mis des gros flotteurs quand même pour que le bateau ne prenne pas l'eau, mais voilà. Et il y a un truc aussi qu'il faut souligner, ne faites pas de scène en Arabie Saoudite si vous n'avez pas de budget. Parce que ça se sent beaucoup. Ah ouais? Vraiment, la scène, je trouve qu'elle est cramée. Après, ils sont au Trampoline Park, on dirait qu'ils sont en France. J'ai pas compris cette scène. Mais parce qu'ils sont pas en Arabie Saoudite, ils sont en France. C'est les agents. J'ai capté qu'ils étaient allés. Non, c'est les ambassadeurs de l'Arabie Saoudite qui viennent en France. Par contre, la question à laquelle j'ai pas trouvé de réponse, et j'adorerais avoir une réponse, c'est si Cécile de France, elle parle vraiment arabe ou si c'est du labial qui est collé. Oui, parce que je sais pas si, en fait, dans les crédits, c'est écrit qu'il y a une coach langue arabe. Donc, oui, du coup, je pense qu'elle parle vraiment arabe. Je suis désolé, mais vraiment, Cécile de France qui parle arabe dans un match de foot, c'est vraiment le meilleur camoulox. Ok, très bien. Et ben écoutez, merci beaucoup les copains pour cette petite partie débat. Et ben si vous n'êtes pas convaincus, peut-être que si vous entendez la réalisatrice en parler, ça pourrait peut-être vous aider. Donc Sophie Beaulieu, réalisatrice du film La Poupée, au micro de Simon avec l'aide de Lucas et Clémentine à la régie. C'est maintenant dans notre partie interview. Can she be late for her cinema? Moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Cette semaine, l'équipe de TCS est très heureuse de recevoir la réalisatrice de La Poupée, Sophie Beaulieu. Bonjour Sophie, comment vous allez ? Bonjour, ça va, très bien, merci.
Alors, votre long métrage, Sophie Beaulieu, est votre premier film en salle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours en tant que jeune réalisatrice ? Il me semble que vous n'étiez pas prédestinée à la réalisation à la base. Hein. Non, et d'ailleurs, je ne suis pas si jeune. Ça va. Ça va encore. En fait, j'étais... j'ai toujours eu envie de faire de la mise en scène. J'ai écrit des choses. J'ai même joué dans des petits spectacles. J'avais un duo comique avec une amie. On a fait des choses bien, des choses moins bien, des choses créatives et un peu engagées. Mais en fait, moi, j'ai été élevée dans un milieu où on ne fait pas de cinéma, on fait pas de... Enfin, c'est pas un métier pour nous. Enfin, c'est compliqué d'y accéder. Et surtout, j'avais un père qui m'a dit fais des études d'abord. Et j'ai fait des études. Et du coup, après, quand on fait des études, on est pris dans le truc. Et après, il faut gagner de l'argent, etc. Donc, j'ai été prof. Et j'ai trouvé que c'était un très beau métier, mais un métier de vocation. Et c'était pas la mienne. Surtout, c'est un métier qui prend beaucoup d'espace. J'avais pas de place pour l'artistique à côté. Je sentais ça. Et du coup, après, j'ai fait plein de trucs sympas pour gagner ma vie. Vendeuse, des choses comme ça, voilà. Bon. Et puis, par hasard, j'ai fait un court-métrage avec des gens super, dont un garçon qui s'appelle Vittorio Bettini. Et ensuite, un autre court-métrage. Là aussi, j'ai été suivie par un super chef-op qui s'appelle Pierre Dejon, et puis un autre court-métrage, et puis d'autres courts-métrages, et de fil en aiguille, je suis rentrée à la FEMIS en atelier de scénario, et j'ai écrit La Poupée dans le cadre de la FEMIS, c'est-à-dire surveillée par un tuteur un peu sévère, et on apprend une certaine méthode du scénario, et je suis sortie de la FEMIS, et j'ai réussi à faire la Poupée. Voilà. Et j'ai lu aussi que c'est un livre sur Tarantino aussi qui vous a donné envie de faire du cinéma. Oui, en fait, ça, c'est l'anecdote, c'est que je ne sais pas pourquoi j'étais dans un jardin, j'attendais quelqu'un et je lisais la biographie de Tarantino et puis il y avait un lapin dans ce jardin, enfin bref. Et du coup, en lisant cette biographie, je me suis dit, j'ai envie d'écrire un film avec un stage de méditation où tout le monde serait obligé de parler anglais et qui dégénérerait. Voilà. Et c'est comme ça que est né mon premier court-métrage. C'est comme si... Je sais pas, ça m'avait donné une idée, une envie un peu, une comédie un peu absurde. Voilà, c'est vrai que c'est en lisant, mais parce que Quentin Tarantino, c'est tellement fou ce qu'il fait, c'est tellement, ça, je sais pas comment expliquer, c'est, comme on dit, ça fait du bien à un endroit. J'ai l'impression que c'est galvanisant. Voilà, c'est galvanisant. Du coup, j'ai dû me galvaniser. Je me suis dit, tiens, je vais écrire un court-métrage. Et voilà. C'est vrai qu'il y a une envie de cinéma quand on voit ces films, ça explose dans tous les sens du terme. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit cours, après un petit cours, et puis bon, voilà, je viens de faire un petit long. Alors, vous l'avez dit, le film, il a été initié à l'atelier d'écriture de la FEMIS. Et alors, comment s'est passée l'expérience ? Donc, le tuteur était dur, c'est ça ? En fait, au début, moi, comme mes courts-métrages, je les ai vécus comme un laboratoire un peu d'exploration. Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma et d'ailleurs, je continue à apprendre. Je cherche. J'ai voulu trouver une identité, un univers à moi, quoi. Mais une fois que je suis arrivée à la FEMIS, on nous apprend plutôt une méthode. Et donc, au début, on a l'impression qu'on va être brimé dans notre univers ou dans notre manière de nous exprimer. Moi, je ressentais ça assez fort. J'ai l'impression d'être un peu incomprise. Et en fait, je crois qu'on peut, faut la travailler ensuite, et j'ai encore du travail et tout, mais je pense qu'on peut trouver une liberté dans la méthode. C'est ce qui m'est arrivé. En plus, moi, je voulais faire une comédie sentimentale, et on sait que ça va bien se terminer, et il y a quand même des choses un peu conventionnelles à mettre en place d'un point de vue dramaturgique. Après, on peut s'en affranchir, mais bon, moi, je m'en suis servi pour essayer de trouver une liberté à l'intérieur de ça. Donc, et le prof vous dit jamais ce que vous devez faire. Il vous dit juste que ça va pas. Et après, il donne des cours de scénario, des cours globaux sur le scénario, quoi. Ouais, je comprends ce côté d'être brimé quand on est dans une école et tout. On a cette impression-là, jouer avec les contraintes, c'est pas souvent évident, quoi.
Mais après, peut-être qu'un jour, après, avec l'expérience et tout, moi, je pense que c'est important de passer par la méthode. Mais en fait, moi, dans mes études, j'ai ressenti ça quand on m'apprenait à faire une dissertation. J'avais envie de faire l'inverse. Bah oui. Non, mais ça, mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard? Mais en fait, je pense vraiment que ça n'existe pas pour rien. Ça ne veut pas dire que ça doit être limitant. Et une fois cette méthode posée qui finalement donne accès à des choses, en tout cas à une structuration de la pensée et tout ça, et bien derrière, une fois que c'est un peu calé, ça, je pense qu'on peut s'en affranchir. Après, il y a plein de biais différents, mais quitte à faire une école et avoir une méthode, autant qu'on s'en sert pour y gagner, quoi. Voilà. Ben, on parle de scénario, donc parlons du postulat de départ de la poupée. Alors, c'est une poupée qui devient vivante. Comment elle est venue, cette idée? Alors, l'idée, elle est venue un jour où je regardais un reportage à la télévision sur des hommes qui vivent avec une poupée femme et donc qui vivent un quotidien tout à fait ordinaire, assez conventionnel. Et ils expliquaient aux journalistes qu'ils étaient un peu tristes de devoir vivre cachés avec leur femme parce que pour eux, c'était un véritable amour et une très belle relation. Relation, hein. Le mot, je l'ai beaucoup dit ça parce que c'est drôle. Une relation avec une poupée. Et c'était une belle relation parce qu'ils se disputaient jamais, bien sûr. Ils étaient d'accord. Une relation à sens unique. Voilà, une relation à sens unique. Et du coup, ça m'a donné envie de donner la parole à la poupée, un peu comme le mythe de Pygmalion où la statue devient vivante. Et là, on ne lui a jamais vraiment demandé son avis. Donc, je voulais qu'elle participe et qu'elle arrive dans la vie de Rémi pour un peu bousculer évidemment ses schémas, le sortir de la solitude, mais aussi de comportement, d'attente. Comme il est un peu inadapté, Rémi, l'idée, c'était pas tant de le rendre adapté que de le rendre plus présent au monde, à la vie, et peut-être que ça amorcer une remise en question qui fait que la remise en question des hommes, c'est important pour les femmes et pour les hommes. Voilà. Et d'ailleurs, quand on parle de poupées à taille humaine, là, on parle pas de petites poupées de chiffon. Non, bien sûr, mais c'est parce que c'est vraiment des poupées qui ressemblent, des poupées qui ressemblent vraiment à des femmes. Bon, après, je crois qu'en réalité, c'est quand même assez fragile, mais ça existe. Et puis, je peux pas vous dire sur ça. Je peux pas vous dire. Je vous le dis, moi. Je vous dis que ça existe, mais en revanche, ce qui m'intéressait, c'est l'idée même de considérer qu'on puisse vivre avec une poupée femme et en être amoureux. C'est-à-dire que ils étaient touchants, ces hommes. De toute façon, moi, j'ai pas voulu faire un film avec une leçon de morale ou je sais pas, un truc didactique, c'est léger, mais quand même, le constat est là, c'est que il existe des hommes qui tombent amoureux de poupées et c'est une forme de détresse, mais ça raconte aussi des choses sur le monde. C'est-à-dire, c'est carrément la femme objet littérale. Donc voilà. Et ensuite, quand elle devient vivante, c'est pareil. Je voulais pas que ce soit didactique, je voulais que ça reste très ancré dans le quotidien. C'est pour ça que c'est très simple et elle parle de trucs très organiques, le rapport au corps, à l'intimité, et puis 2-3 schémas sur deux, trois trucs sur les schémas liés à l'apparence physique des femmes. C'était ça l'idée. Mais tout ça dans une vie quotidienne. Voilà. Bah oui, et surtout, à partir de cette idée de départ, donc la poupée qui devient vivante, on pourra aller dans des styles et des tonalités complètement différents. Vous avez fait le choix de la comédie. Qu'est-ce qui fait que donc, vous avez choisi la comédie? Je crois que c'est un peu un moyen d'expression dont je me sens proche, parce que c'est quand même une mise à distance. Et c'est presque un moyen de survie, quoi. C'est-à-dire, c'est une mise à distance qui fait du bien, qui est un peu salutaire pour moi dans l'écriture. Et quand les gens rient, c'est aussi salutaire pour moi parce que j'ai l'impression qu'on peut faire passer des petites choses et sans se prendre au sérieux. Il y a un grand sérieux dans la légèreté, en fait. Après, par exemple, je pense que si je devais écrire quelque chose de dramatique, ça m'arrivera peut-être, mais là, j'ai l'impression d'être dans une forme d'hypersensibilité qui fait que j'arriverai pas. C'est un peu un réflexe que j'ai de prendre du recul par l'humour. Après, c'est reçu comme tel, c'est génial, ça fait rire, c'est génial, on passe à côté, ça fait partie du jeu. Je sais pas comment dire, c'est pas grave, mais en tout cas, moi, c'est mon moyen d'expression.
Ça me fait du bien, je crois qu'en fait, ça m'aide, et puis ça me fait relativiser, et puis ça raconte aussi quelque chose. Pour moi, c'est bateau ce que je veux dire, mais c'est quand même la tendresse que j'éprouve pour les humains. Voilà. Je crois que j'ai envie de rire avec eux plutôt que de rire d'eux. Et quand j'écris ces personnages-là, on pourrait penser qu'on se moque, ou il n'y a pas de moquerie. Il y a des stéréotypes, mais les stéréotypes, ils existent, il faut les dépasser. On peut en rire aussi. Et quand je les écris, ces personnages et leurs répliques, je les aime parce qu'ils sont drôles. Voilà. Parce qu'ils me font rire dans leur comportement. On parlait également donc de méthode d'écriture. Le scénario du film, il est construit sur une base assez classique de comédie romantique, mais il évite en même temps quelques écueils du genre. Je pense au triangle amoureux, par exemple, avec des personnages qui seraient jaloux entre eux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette construction ? Oui, la construction, elle est hyper classique, c'est sûr. Et j'ai essayé justement, ça rejoint ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire y trouver une liberté. Donc, il y avait des choses sur lesquelles je ne voulais pas déroger. Évidemment, alors plusieurs choses. Par exemple, je me sers quand même du personnage masculin, que j'adore, mais pour mettre en avant les personnages féminins autour de lui. Parce que souvent, dans la comédie romantique, moi, je dirais que les femmes servent la soupe à l'humour des hommes. Et la deuxième chose, et vous l'avez souligné, c'était la rivalité. Je ne dis pas que la rivalité entre les femmes n'existe pas, et je crois qu'elle existe très fortement, mais il y a plein d'autres choses qui se passent entre les femmes, qui sont très belles et qui n'ont rien à voir avec la rivalité. Et du coup, je me suis dit, à pas montrer la rivalité, elle n'existe pas. Voilà, je fais fi de ça. Donc voilà, c'était un peu un engagement que j'avais envie d'avoir. Pourquoi cette poupée? Je ne vois pas pourquoi, par définition, déjà, la fille qui devient vivante et qui va aux toilettes, qui pose des questions sur l'apparence physique, qui pose des questions aussi sur sa vocation à être. C'est pas évident d'être assignée à la maison, comme si elle racontait toute une histoire, en fait, qu'on a derrière nous. Et il y a aussi ça, je vois pas pourquoi. C'est aussi une construction sociale, cette jalousie. C'est une construction sociale autour des hommes. Comme il y a une histoire de rivalité pour avoir un homme. Et donc là, je me suis dit, non, elle n'a pas ça. Elle est d'emblée plus libre que ça dans sa tête. Voilà. Et effectivement, vous le disiez là juste à l'instant, vous posez un regard assez mordant, mais assez juste sur la place des femmes, que ce soit en tant qu'épouse, mère, sœur, et même au travail avec le personnage de Patricia joué par Cécile de France, qui arrive dans un bureau 100% masculin. Et ces thématiques, voilà, elles sont vraiment disséminées en filigrane. Pourtant, on suit donc le point de vue d'un personnage masculin, celui de Vincent Macaigne. Et donc, est-ce qu'il y avait aussi des difficultés à faire cohabiter ce personnage principal avec ces thèmes qui paraissent, à première vue, bien évidemment, plus lointains? Alors, en fait, j'ai suivi le parcours dit émotionnel de Rémi. Parce que ça faisait partie de la méthode de suivre un point de vue. Je me suis interrogée si je devais suivre celui-là ou, par exemple, celui d'Audrey. Mais comme j'avais envie de pointer du doigt certains schémas, pour le coup, de mon personnage masculin, et que lui-même se rende compte qu'il faudrait les changer, qu'il y a un rapport au monde qui peut être un tout petit peu déplacé, je suis restée avec lui, mais tous et toutes ceux et celles qui gravitent autour de lui devaient exister vraiment, c'est-à-dire raconter aussi quelque chose, et aussi avec leurs contradictions, parce qu'en fait les femmes autour de Rémi, Patricia, c'est un peu une sorte d'idéal féminin, parce qu'elle est un peu à côté de la plaque en termes d'injonction esthétique, féminine. Elle fait du parapente, elle est parapente, c'est juste que c'est un symbole de liberté, un truc d'oiseau. Voilà, et puis les autres, Audrey, c'est un peu l'histoire simplifiée, raccourcie de l'émancipation de la femme au foyer, quoi. Qui se dit, mais attendez, là, ça va pas, ça peut pas être une vocation pour moi. Ça peut toujours être une vocation, mais c'est pas l'idée. Et puis la mère, qui elle appartient encore une fois à une autre génération, très dans le regard de l'autre, évidemment, très dans la plastique, dans la vision de la femme parfaite, etc. Et puis Domi, pour moi, c'est la vision du futur.
C'était ça. Le personnage normal et progressiste, c'est Domi. Voilà. Et la critique aussi donc de la culture de l'entreprise qui est à l'intérieur de votre film, elle m'a fait beaucoup penser à une autre comédie sortie récemment, Alter Ego avec Laurent Lafitte. Est-ce que vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis pas allée au cinéma un petit peu. Ouais, je me doute. À part pour un film américain, mais parce que sinon j'ai peur de faire n'importe quoi, me comparer, ou en plus ce genre de film, j'imagine que j'allais me comparer, donc j'ai pas allé, non. Mais alors après l'univers du bureau, j'ai toujours j'écris des films, il y a toujours quelque chose avec le bureau parce que je suis fascinée par l'univers des collègues, la répétition, la camaraderie. Là aussi, j'éprouve de la tendresse pour cet univers, avec là aussi des petites choses en fonction de ce qu'on vend, tout ça, on se rend pas vraiment compte aussi, on fait le taf, quoi. Voilà. Donc je voulais apporter une petite, pointer du doigt le fait de vendre du faux gazon dans le Jura. Pourquoi pas, mais on peut aussi se dire qu'il y a une petite chose un peu absurde. Voilà. C'était le moyen d'avoir un peu tout un monde artificiel. Donc la poupée, le gazon synthétique, ils vont faire du team building sur un endroit où il n'y a que du plastique. Voilà, et pourquoi pas. Mais voilà, c'était de montrer qu'on est quand même, par moments, on a une tendance, et je crois que c'est sûr et certain, à s'éloigner du vivant. Oui. C'est très actuel finalement là, tout ce que vous dites, tout ce qui est montré dans le film, c'est des choses qui peuvent vraiment exister. Bah oui, en fait ça existe. Alors on parle beaucoup d'absurde, mais moi je dis ok, c'est absurde parce qu'il y a un petit décalage. Puis comme c'est ramassé sur un film, on a l'impression que c'est un peu excessif. Mais en fait c'est une réalité tout ça. Je crois qu'on a du mal par moments, on a du mal à se reconnecter au vivant, même à la nature et tout. Mais ça paraît bateau, mais c'est vite là. Hein. Le fait même, moi la première, qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Enfin là, en ce moment c'est normal, mais et tout ça, on est très sur des écrans, Moi, je vois mon fils, les jeux vidéo, les trampoline park, pourquoi pas, hein, encore une fois, on peut s'amuser, tant mieux que ça existe, mais il y a quand même, à un moment donné, on est un peu aliéné, quoi. Voilà. C'est vrai que vous en filmez un de trampoline park, à un moment, je me suis dit, tiens, on ne l'avait pas encore trop vu au cinéma, ce lieu-là. Ouais, j'en ai, parce que je trouve que c'est un concept, hein. Intéressons-nous maintenant au casting de votre long métrage. Comment vous l'avez composé? Est-ce que vous aviez déjà en tête Vincent Macaigne et Cécile de France notamment? Alors, en fait, j'écris pas en pensant à un acteur ou une actrice, parce qu'après j'ai peur d'être déçue. Vincent Macaigne, il est arrivé très vite parce qu'il était une évidence. Il est drôle, touchant, poétique, il a une fantaisie qui fait qu'on accepte, enfin moi je trouve qu'on accepte qu'il vive avec une poupée et qu'on a envie qu'il se sorte de ça, voilà. On se dit ok, il vit avec une poupée, j'espère que ça va changer, mais bon, voilà, il n'y a pas glauque à mon sens. Et puis Zoé Marshall, elle a passé une audition, j'ai vu plein d'actrices formidables lors de cette audition, mais elle s'est imposée aussi comme une évidence. D'abord on a une très grande connivence, elle et moi. Elle a un petit côté Adèle Exarchopoulos d'ailleurs. Moi, je la connaissais pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Adèle, c'est vraiment Adèle Exarchopoulos, c'est vraiment une de mes actrices préférées. Donc, je suis attirée par ce genre de profil. Mais en effet, elle a ce franc-parler en fait, ce côté spontané, premier degré. Une manière un peu cash comme ça de s'exprimer, et moi c'est exactement ce que je cherchais pour la poupée en fait, parce que je voulais pas qu'elle soit nunuche, je voulais qu'elle soit pleine de bon sens et qu'elle se pose pas de questions, enfin si elle se pose des questions mais elle les sort quoi, sans... pas de filtre. Voilà. Et puis Cécile, elle pouvait pas, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées avec le personnage de Patricia, et en fait elle avait entendu parler du projet par Vincent, donc c'était miraculeux parce que quelques semaines, voire mois après, je me suis lancée, je lui ai écrit une lettre et elle a lu le scénario et elle a dit je le fais. Trop sympa. Voilà. Trop bien, trop bien. Et à diriger, du coup, l'expérience de diriger des acteurs, surtout des acteurs aussi déjà connus comme ça, implantés, il y avait de la difficulté. Vous êtes senti comment par rapport à ça? Non, parce qu'ils sont vraiment... d'abord, ils sont hyper sympas, on s'est vraiment bien entendu, c'était très joyeux. Je pense qu'on partage tous et toutes qui étaient là, la même sensibilité à un endroit. J'espère que je garderai... si je dois garder une chose de cette expérience, dont je suis fière, c'est que je me suis entourée de personnes avec qui je me sentais bien, en termes de sensibilité,
et puis leur lien à l'humour, etc. Donc ça s'est très bien passé, et justement, j'arrêtais pas de me dire que heureusement quand même que j'ai pris des pointures, parce que, enfin, des gens qui sont très expérimentés et qui sont très doués, parce que comme on est quand même pressé par le temps, et que moi c'est ma première expérience, ça m'a énormément aidé. Je veux dire, très vite, il faisait tout de suite ce qu'il fallait faire, en fait, hein. Il et elle. Donc ça, c'était génial, vraiment. Et en plus, j'avais donné comme directive d'apprendre le texte par cœur, parce que je voulais qu'il et elle sortent le dialogue tel qu'il est écrit à la virgule près, parce que sans psychologie, de manière très directe. Et tout le monde a joué le jeu. Donc c'était super. Vincent a fait quelques petites... Impro. Voilà, mais non, pas trop, ça va. Non, ça va. Non, c'était super. Vraiment, super expérience. Voilà. Et alors la comédie, c'est un genre ô combien mis à l'écart et pourtant ô combien dur à réaliser. Il y a différents paramètres à prendre en compte, le rythme, les comédiens, le placement de la caméra. Un rien peut faire foirer une blague. Est-ce que vous avez donc fortement préparé le découpage du film en amont, ou sinon comment vous avez travaillé ? Mais alors, les dialogues étaient très précis. On a fait du découpage, mais oui, on a découpé. Après, moi, c'est ma première expérience, donc j'ai travaillé avec Yann Marito, le chef-op, et Nadège, mon assistante. On a fait pas mal de découpage. Et là, ça me paraît, tout d'un coup, c'est un peu loin. Je ne sais pas si on dirait qu'on a fait beaucoup de découpage comparativement à d'autres. Ce que je sais, c'est que sur le rythme, ça s'est aussi beaucoup joué dans le jeu des acteurs et actrices, et au montage. J'ai travaillé avec Jean-François Elie, et il a fait un montage. Enfin, il mettait tous les deux raccords sur pas hésiter à couper, garder le rythme, faire court, un peu efficace. Mais la comédie, ouais, c'est difficile. Et puis, c'est une histoire de rythme, de musicalité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Après, faut aussi se dire que on fait rire plein de gens, et puis il y en a d'autres qu'on fait pas rire, quoi. Je pense qu'il faut partir de là. Et du coup, il y a une espèce d'humilité qui s'installe. Enfin, moi, ça nous faisait rire, nous. C'était le but. Enfin, je sais pas, on était vraiment dans une chose simple. Ce que je veux dire, c'est que quand ça nous faisait pas rire, nous, bon, on coupait. Quand ça nous faisait... Voilà, je trouve qu'il y a une forme d'humilité dans la comédie. C'est bien de l'avoir aussi et de la garder, je trouve, effectivement. La direction artistique, elle est particulièrement soignée aussi dans votre film, que ce soit les costumes et les décors. On sent que l'aspect visuel, il était important pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos différents choix, du coup, à ce sujet ? Ouais, en fait, j'avais une prérogative. C'était ce que j'appelle la projection romantique, c'est-à-dire que j'avais envie que le spectateur et la spectatrice soient bien dans le décor. Qu'ils se disent j'aimerais bien être là, j'aimerais bien être en train de prendre un verre à cet endroit-là, ou un truc cocooning un peu. Enfin, qui fait du bien, qui donne envie d'être en été, par exemple. Donc pour ça, j'avais envie de couleurs, que ce soit coloré, qu'il y ait des paysages forts avec des montagnes, des lacs. Ça donne envie un peu, ça nous sort un peu de notre réalité. Voilà. Et puis surtout, je voulais que ce paysage-là, en l'occurrence, il soit en contradiction aussi avec l'univers artificiel du gazon, mais aussi de la poupée, etc. Donc, qui est une nature assez présente quand même. Donc ça, c'était ça la direction. Et puis pour les costumes, pareil, je voulais quand même qu'il y ait une petite fantaisie, que ce soit joyeux, et que ce soit un peu hors du temps. C'est pour ça que Rémi, ça c'était Charlotte Richard, la costumière, qui était très forte de propositions sur les costumes de Rémi. Et du coup, on a mis de la couleur, quoi, sans que ce soit vraiment... on voulait pas que ce soit vintage, hein. C'était pas vraiment l'idée, hein. C'était vraiment que ce soit coloré. Oui, quand il arrive au bureau habillé en rouge, tout ça. Là, c'est quand il pète le game, quoi. Ouais, c'est ça. Là, il a un petit moment d'euphorie. Ouais. J'ai une question, Sophie Beaulieu, qui me brûle quand même les lèvres. Est-ce que je vous la pose ? Allez-y, je verrai si Vous ne donnez jamais la raison du réveil de la poupée. Chacune peut se faire son opinion. Moi, je vais vous exposer ce que j'ai compris. Vous allez me dire si j'ai raison ou tort. Mais j'ai l'impression qu'elle se réveille à l'arrivée d'un sentiment amoureux envers une personne qui réanime en fait notre personnage. Je pense à Patricia qui arrive dans la vie de Rémi,
ou même Audrey, donc, qui arrive dans la vie de Domi en fin de film. Vous, c'est quoi votre position par rapport à cette question laissée sans réponse ? D'abord, moi, je me suis dit, j'avais l'idée d'une poupée qui devient vivante et on l'achète pas, mais voilà, elle devient vivante parce que j'ai envie enfin qu'elle devienne vivante et qu'elle parle. C'est une sorte de nécessité, une pulsion de vie, une pulsion d'expression. Ça, c'était la première chose. Mais après, dans le cadre de la méthode et du scénario et de comment tout ça évolue, j'ai pensé que c'est un conte. Donc, ça va rejoindre ce que vous dites, c'est que c'est une sorte de fée, une fée féministe, qui serait que, en fait, elle devient vivante le jour où Rémi éprouve quelque chose, et de nouveau capable d'une émotion envers quelqu'un d'autre, comme s'il allait peut-être pouvoir rentrer en relation. Et c'est comme ça qu'elle devient vivante. Tout autour de lui prend vie. Et va le transformer, va le changer en mieux, parce que c'est lui d'ailleurs qui à un moment donné, il comprend presque tout seul, enfin, que c'est toute une histoire, tout un schéma qui doit changer, qu'Audrey doit prendre sa liberté. Finalement, il est aussi à l'initiative de ça, il n'y a pas qu'elle. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'était vraiment une espèce de souffle de vie. D'ailleurs, quand elle prend vie, elle ne fait que respirer. Et le souffle de vie, c'était parce que Rémi se remettait en chemin vers la vie, la relation à l'autre. Voilà. Bon, ça va, vous validez ma théorie aussi alors. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question que je trouve intéressante. Est-ce que c'est parce qu'elle est jalouse qu'elle devient vivante? Et ça, je me dis, ça c'est bien qu'elle ait posé cette question parce que ça pourrait être attendu et c'est pas ce qui se passe. Oui, et ça ne gêne pas non plus de ne pas savoir dans le long métrage, c'est ça qui est cool aussi, quoi. Tant mieux. Est-ce que vous avez été influencé par d'autres longs métrages donc dans la réalisation de ce premier film? J'ai vu que le cinéma des frères Farrelly, il vous inspirait beaucoup. Ouais. Ah oui, parce que dans le cinéma des frères Farrelly, il y a parfois une espèce de proposition comme ça, irréelle, dans un univers réaliste. Donc voilà, c'est un peu, ça raconte quelque chose sur les humains, d'assez fort en général, et sur un état du monde aussi. Ensuite, non, parce que je pense qu'il y a énormément d'influences, conscientes ou inconscientes. Après, moi, je dis toujours ça, à part Tati, mais sinon, je dis toujours que mes cinéastes préférés, moi, c'est pas tous des cinéastes qui font de la comédie. Donc, je sais pas trop à quel endroit j'ai été influencée, mais je pense que j'imagine que écrire et penser un film, c'est en fait c'est le résultat d'avoir été une éponge. Et je pense que je suis une éponge à plein d'univers. Donc, tous les grands cinéastes qui font des films qui me parlent visuellement ou de la comédie qui me parlent intellectuellement. Mais en fait, par exemple, je sais pas, mes cinéastes préférés, c'est Bergman. C'est tellement éloigné. Je sais pas on pourrait même pas j'ai aucune influence. C'est juste, Non, mais je capte, il faut faire des films, mais voir des films aussi, donc ça aide à faire des films. Ouais, c'est ça, mais on en voit beaucoup. Et puis, je veux dire, je pense qu'il y a plein de cinéastes qui m'ont tellement ému que ça m'a donné envie de faire des films, mais jamais de me dire j'espère que je serai comme eux un jour. Comment dire, je ferai comme eux. Ouais. J'ai pas cette prétention. Et puis en plus, j'ai pas cette prétention, et en plus, je vois pas comment ce serait possible, mais voilà. Mais en tout cas, je crois que l'influence, elle est partout, quoi. Et puis elle est aussi dans les relations humaines que j'ai, en fait, dans les dialogues que j'entends, les situations, les lectures, enfin, elle est dans plein de choses, quoi. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Oui, je travaille sur 2 projets, dont un qui est relativement abouti déjà. Ok, 2 longs métrages, du coup. Concept chelou d'une poupée qui devient vivante ou je sais pas quoi, mais j'ai une comédie aussi. Ok,
Bon bah hâte de suivre ça aussi, hâte de voir votre prochain film. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question c'est la suivante. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou à la maison qui vous a marqué, que vous voudriez recommander? Alors vous m'avez dit que vous avez vu du cinéma américain dernièrement. Le dernier film que j'ai vu que je voudrais recommander. Oh là 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 là. Je dois dire que j'ai regardé pas mal de films qui avaient été au César. Donc j'en ai vu des très beaux, mais non, je vais pas citer ceux-là. Mais non, le dernier film que j'ai vu, c'est The Drama. Donc, je n'irai pas jusqu'à le recommander, mais enfin, je suis désolée de vous dire ça, mais en ce moment, je regarde des séries complètement débiles, à mon avis, écrites avec l'IA. Ah ouais? C'est quoi comme série? Je ne vais pas les citer, mais et là, pour me distraire et pour être dans un endroit à l'opposé du mien, je regarde la Euphoria, la dernière saison d'Euphoria. Donc, j'ai pas trop de films. Qu'est-ce que je pourrais recommander que je me suis dit waouh? Ouais, franchement, je dois dire que la dernière fois que je me suis dit waouh, dingo, c'est quand j'ai vu The Brutalist. Donc, ça remonte. Mais en fait, c'est parce que j'en ai Mais on prend la recommandation aussi The Brutalist, hein, ça fait toujours plaisir. Bah ouais, et en fait, je vais pas spoiler le film, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu, mais on parlait, hier, on avait avec des gens un débat sur la dernière phrase du film, et ben moi, je suis d'accord avec cette dernière phrase du film. Voilà. Je me rappelle plus, et du coup, on va pas spoiler, mais je me rappelle plus, c'est quand ça se passe peut-être à un autre moment que le film, que l'intrigue principale, c'est ça la dernière phrase? La dernière phrase. Bon, alors attendez, on spoil The Brutalist, 2 secondes. La dernière phrase du film, c'est ce qui se passe à Venise à la fin, c'est ça? Ouais, et elle a une phrase. Et alors, c'est quoi? On a dit qu'on spoilait, on peut spoiler alors. La phrase, c'est pas tout à fait ça, hein, je paraphrase. Ouais. C'est que contrairement à ce qu'on dit, ce qui compte, c'est pas le chemin, c'est la destination. Voilà. Ben voilà, je suis d'accord. Moi, elle m'avait pas autant marqué qu'à vous, Aya. Bon, après, c'est toute l'histoire du film. Mais oui. Non, et j'ai été moins impacté par le film, même si il y a quand même d'énormes qualités. C'est pour ça, c'est très cool que vous le recommandiez aussi. Et ceux qui l'ont pas encore vu, allez le découvrir. Puisque, encore une fois, on a dit, il faut voir des films. Surtout si vous voulez en faire. Exactement. Et moi, maintenant que mon film est sorti, je vais pouvoir retourner au cinéma sans faire une panic attack. Ça, c'est bien, on a un peu plus de temps. Même si vous êtes déjà sur d'autres projets qui arrivent là. Ouais, mais j'y suis pas encore. J'ai le temps d'aller au cinéma 2 millions de fois, là, je pense. Bon, parfait. Merci pour le conseil, en tout cas. Et plus que ce conseil, merci d'avoir accepté notre invitation, Sophie Beaulieu. On vous rappelle que La Poupée est toujours visible en salle et on vous encourage à aller le découvrir. Merci beaucoup. Merci pour tout. Il est l'heure de faire le classement des films de cette semaine. C'est l'heure des tops. On commence avec le top 1 de chaque chroniqueur, puis on fera le top global de TCS. Costa. Pour le meilleur, je crois. Pour le meilleur. Ok. Chennai. Pour le meilleur. Corto. Pour le meilleur. Solène. Michael. Oh. Les gars, j'en ai vu que 2. Alors pour ma part, le meilleur film de la semaine, ce sera La Poupée. Voilà. Donc en top 3, nous avons Michael. En top 2, nous avons Pour le meilleur. Et en top 1, nous avons La Poupée. Ouais, trop cool. Alors je tiens à dire que La Poupée est en premier, essentiellement parce que j'ai vu beaucoup de films, du coup ça rapporte plus de points. Je tiens à dire aussi que j'ai vu À voix basse, qui est pas mal. Voilà, j'ai bien aimé mon visionnage, même si c'était un peu long. Ça parle de quoi ? Ça parle de une jeune Tunisienne qui revient à l'enterrement d'un membre de sa famille. D'accord, ok. Voilà. J'ai vu Soum Soum, La Nuit des Astres, qui est un film qui provient du Tchad et qui est un film qui a un concept qui est incroyable, que je trouve vraiment bon, notamment dans sa manière de représenter les images, les paysages, etc. Mais le jeu d'acteur, il est catastrophique. Vraiment, c'est du carton-pâte, le jeu des acteurs, malheureusement. Et j'ai vu aussi Première Ligne, qui est un film qui... alors, il y a eu très peu
très peu de séances. Première ligne, c'est un film sur des familles, c'est en Algérie je crois, qui se disputent la place la plus au bord de la mer pendant un jour ensoleillé. C'est une comédie un peu ok, ça passe, voilà. Donc vous avez vu personne d'autre a vu des films autour de cette table. Voilà. Donc bon. Et bah il est l'heure du quiz que j'ai préparé ce soir. Soyez prêts. Et comme disait Monsieur Deraillot, mon prof de technologie du collège, on va perdre. Bon courage et non pas bonne chance, car la chance est réservée aux fainéants. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my god. What? No. Oh, hi, Mark. Anyway, lead on. Allons-y. Et donc, nous sommes partis pour ce magnifique quiz que je vais animer ce soir. Ce soir, nous avons deux équipes. Nous avons Corto et Solène avec Corto en chef d'équipe. Et nous avons Chennai et Costa avec Chennai en chef d'équipe. Ce sont les petits jeunes qui vont s'affronter ce soir. C'est ce qu'on appelle du bizutage, littéralement. On appelle ça du bizutage. La question numéro 1, là, c'est dans le titre. Vous devez trouver le titre du quiz de ce soir, qui est un jeu de mots entre le mot quiz et l'un des titres de films dont nous avons débattu. Donc, à savoir pour le meilleur, Michael et le dernier la poupée, voilà. Donc je vous écoute, quel est le titre du quiz de ce soir? Faites parler votre imagination. Pour nous on avait dit My Quiz. My Quiz, ok. On y croit fort. Et pour vous? Très bien. Pour le meilleur quiz. Pour le meilleur quiz. Pour le meilleur quiz. Personne n'a le point. C'était pour le quizieur. Voilà. Tu sais que j'y ai pensé en plus. Il a osé dire que c'était drôle. Et oui, je suis drôle et je m'en fous de si vous trouvez que c'est pas drôle. Question numéro 2, musique de la semaine. Dans quel film, c'est une question de rapidité, dans quel film en lien avec un des films de ce soir se trouve cette musique? La poupée. Non. Pour le meilleur? C'est pas l'un des films de ce soir, c'est en lien avec un des films de ce soir. Donc en l'occurrence, il y a un acteur d'un des films de ce soir qui est dans le film d'où provient cette musique. Eden? Non. C'est un film dans lequel il y a Cécile de France. C'est pas le film Eden? Non. J'ai aucune ref. Quoi? C'est un film de Cédric Clapiche. Ah, c'est La Vie de l'avenir? Non. Hein? Non, La Vie de l'avenir? Non. Film de 2002. Un air de famille? Non. Avec Romain Duris. L'auberge espagnole? L'auberge espagnole, tout à fait. J'ai juste lu un livre. Je l'ai jamais vu, les gars. Bien joué, bravo. T'es le boss. Tu l'as jamais vu non plus? Ça, c'est un chef d'équipe, ça. L'auberge espagnole, ça fait 1-0 pour Chennai et Costa. Le pire quiz à la radio. Prennent la tête. On est désolé, Laurent Véro, tout ça. Et on passe à la en or ou en bois. Parmi ces affirmations, lesquelles sont vraies en or ou fausses en bois? Dans Michael, l'équipe du film n'a pas pu utiliser les Grammys du chanteur à cause d'une plainte déposée en février 2026 et d'un potentiel procès. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je pense que j'y crois. Enfin, toi, tu... Donc dans le film Michael, on le voit avec des Grammys et ils ont pas pu utiliser les vrais Grammys du chanteur parce qu'il a actuellement des procès encore au cul. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense qu'ils s'en foutent. Tu poses la question à qui en premier? À vous deux. Non, chacun répond. Donc pour vous, on va dire en bois. Pour vous, c'est en bois. C'est les vrais Grammys pour moi. Du coup, c'est un or? Non. Pour moi, c'est les vrais Grammys, du coup, c'est. Donc, si c'est les vrais Grammys, pour toi, du coup, c'est en bois. Parce que du coup, ils ont pas pu utiliser les vrais Grammys. C'est effectivement en bois, ce sont bien les vrais Grammys du chanteur qu'on voit dans le film. Voilà. Oui, d'accord. Comme quoi, les affaires judiciaires, ça n'empêche absolument rien. Voilà. Affirmation suivante. La séquence de la traversée de la Manche dans le film Pour le meilleur a été tournée en réalité dans la Méditerranée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, je te fais totalement confiance. Moi, je dirais que. Ah ouais? C'est vrai? Moi, j'y crois pas. C'est pas moi, c'est en bois. Pour vous, c'est en bois. C'est en bois. Studio, tout simplement. Moi, je crois, pour moi, c'est en bois. C'est en bois. En bois? C'est en or. Et oui. Non, je suis désolé. Ils ont vraiment tourné dans la Méditerranée et la température de l'eau était de 14 degrés. La réalisatrice devait diriger les équipes à distance parce qu'elle pouvait pas être sur le bateau. Donc ça fait toujours 2-1. Et enfin, c'est en voyant le film Une poupée pas comme les autres avec Ryan Gosling que Sophie Beaulieu a eu l'idée de son film La poupée. Pour ceux qui ont la rêve du film avec Ryan Gosling. C'est Ryan Gosling au fait qui est tout seul dans sa vie et qui du coup prend une poupée au fait pour la faire passer pour sa copine. Donc du coup, est-ce que c'est en voyant ce film qu'elle a été inspirée pour le film La Poupée? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Nous, on dit en bois. Mais j'ai quand même des doutes. J'ai des doutes, c'est possible. Hein. C'est possible, ouais. Est-ce qu'on tente? Vous avez le droit de changer. Je suis en intuition. On prend le risque. Vas-y, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Allez. Donc pour vous, c'est en or. Et pour vous, c'est Bah là en or aussi. En or. En or. C'était en bois. Merde. C'était simplement en visionnant un documentaire sur les hommes qui prenaient des poupées sexuelles, du coup, qu'elle a eu l'idée. Voilà. Donc ça fait toujours. C'est quoi le nom du doc? Ça fait toujours 2-1. Je sais pas. Tu pètes un câble. La question qui a dit, c'est une question de rapidité. Question de rapidité, qui a prononcé la citation suivante? Je cherchais quelqu'un pour jouer face à Bill et il était assez connu grâce à la vidéo d'audition qu'il avait faite pour Stranger Things. Michael? Elle a été Anthony Foucault? Non, elle a été étudiée par beaucoup d'acteurs car elle lui a non seulement permis de décrocher le rôle dans la série, mais elle est également aussi considérée comme la meilleure vidéo d'audition jamais faite. Ah, Millie Bobby Brown? Non. C'est l'audition de Will Ferrell. De Will Ferrell. Enfin, c'est l'audition de. Will Ferrell, j'ai pas la rêve. Attends, je vois très bien ce que. Mais c'est une vidéo d'audition. Redis. Je cherchais quelqu'un pour jouer face à Bill et il a été assez connu grâce à la vidéo d'audition qu'il avait fait pour Stranger Things. C'est un film qui est sorti la semaine dernière. L'acteur, c'est l'accord de cou. C'est en rapport avec l'accord de cou. C'est Gus Van Sant du coup. C'est Gus Van Sant, tout à fait, qui a prononcé bien ça. sûr. Merci pour l'aide. Donné la réponse. Eh oui. Ça fait 3 à 1. Non, on est tous les deux nuls. Ça fait 3 à 1 pour l'équipe de Chennai et Costa. Et on passe au quiz spécial de ce soir. Le quiz spécial, le thème, ce sera les handicaps au cinéma. On va donc parler de films dans lesquels il y a des personnes handicapées ou qui ont des problèmes. Je suis dans la merde, on est dans la merde. Donc là, cette fois, c'est que que notre chef d'équipe qui. Non, là, tout le monde peut répondre. Voilà. Il veut tout reposer sur toi, en fait. Question numéro 5, question de rapidité, je précise, c'est le casting de film. Quel film possède ce casting? Si pour 3 points, je vous dis Freya Wilson, Derek Jacobi ou Jennifer L. Ok. I swear? Non. Si pour 2 points, je vous dis Michael Gambon, Timothy Spall ou Guy Pearce. J'ai aucun. Là, moi j'ai que Guy Pearce. Ok. Si pour 1 point, je vous dis Helena Bonham Carter, Geoffrey Rush ou Colin Firth. Edward, c'est ça? Non, c'était un film de Tom Hooper qui est sorti en 2011, qui a été multi-récompensé. Avec Helena Bonham Carter. Ouais. Ah, le discours d'un roi. Le discours d'un roi. Oh là là. Ça fait pardon. On est je pense. Non, mais depuis quand Costa gagne? Ça fait 1 point de plus, donc ça fait 4 à 1. Et on passe à la question 6. Le qui c'est celui-là? C'est toute une question de rapidité. Pareil. Dans quel film peut-on voir ce personnage si je vous dis Arthur Fleck? Joker, j'ai entendu Corto. Ah, j'ai peine. J'ai entendu Corto, tout à fait, ça fait 2 à 4. Fais pas, t'es un pro là, ok? Si, fais genre. La question numéro 7, un extrait, un film, question de rapidité toujours. Dans quel film peut-on entendre cet extrait? Je vois que vous avez le permis que depuis un mois. Ouais, mais je conduis depuis plus longtemps. Intouchable, c'est parti très vite chez Costa. C'est parti très vite chez Costa, ça fait 5 à 2. Non, mais on faut qu'on arrête. Pour Costa et Chennai. Mais juste nul. La question numéro 8, la Letterboxd. Quel film a reçu cette critique négative sur Letterboxd? Je précise, c'est une question de rapidité toujours. Tu peux le faire. Ce film n'est ni fait ni à faire. Il m'a juste fait penser à L'étranger d'Albert Camus, sauf que sa mère n'est pas décédée. Le film n'a absolument aucune profondeur et le personnage a une vie pleine d'action, mais qui ne véhicule aucune émotion et ne transmet aucun message. Je n'ai juste pas les mots. Michael? Non. Attends, on est toujours sur le thème des handicaps au cinéma. Toujours. Okay. C'est un film, un personnage qui vit beaucoup d'action. Sa mère n'est pas décédée. Non, c'est un film de 1994. Ah, Forrest Gump, du coup. Forrest Gump, tout à fait. Il est en train de m'énerver là. Oh là là. C'est parti très vite. C'est Forrest Gump, tout à fait. Ça fait 1 point de plus, ça fait 6 à 2 pour l'équipe de Chennai et Costa. Tu me fais tellement de la peine, tellement que tu on passe à la question 9, le jeu des synonymes. Toujours question de rapidité. Quel titre de film se cache derrière tous ces synonymes si je vous dis personne avec lien de filiation perçant des barricades? Je répète, personne avec lien de filiation perçant des barricades. Je l'ai pas. Je l'ai absolument pas, les gars. Twin? Non, c'est un film de 2014. Attends, quoi? Qui est réalisé par Éric Lartigot. Ah, c'est un film français? Oui. Attends. Un film français où il y a très peu de paroles d'ailleurs.
Un film que t'aimes bien? Je l'ai vu il y a très longtemps. Tu peux répéter? Je répète, personne avec lien de filiation perçant des barricades. Waouh. Attends, Et ça, c'est jumeaux. Bon, personne là, c'était la famille Bélier. On aurait dû comprendre, là on parle pas. Non mais surtout venant de Maxime, on aurait pu comprendre. C'est pas grave, J'entends déjà Simon, Jonathan et Lucas nous engueuler là. La musique de film spécial, dans quel film peut-on entendre cette musique? Un petit truc en plus. Un petit truc en plus, tout à fait. Mais je l'ai pas vu. Attends, c'est clic clic pan pan pan, tout à fait. Tu l'avais? Et on passe au duel time de ce soir. Alors le duel time de ce soir, donc seuls les chefs d'équipe s'affrontent. Donc ça va seulement être Korto contre Chennai. Là on peut gagner les points. Je rappelle les règles. Le chef d'équipe de l'équipe en tête sélectionne son thème, l'autre se contente de celui qui reste. Si vous donnez la bonne réponse, c'est plus 3 points. Si vous donnez la mauvaise réponse, c'est moins 3 points. Vous ne pouvez répondre que seul. Donc du coup, Chennai, ton équipe est en tête. Tu as le choix entre handicapé qui marche ou handicapé qui tombe. Et vous rigolez, hein. Handicapé qui tombe juste pour la vanne. Handicapé qui tombe. On nous met dans la sauce. Oui, vraiment. Quel film abordant le thème du handicap est le moins bien noté sur Letterboxd? Est-ce que c'est Elephant Man de David Lynch? Est-ce que c'est Ray de Taylor Hockford? Est-ce que c'est Plus fort que moi de Kirk Jones? Ou alors est-ce que c'est La merveilleuse histoire du temps de James Marsh? Quel film est le moins bien noté sur Letterboxd? Elephant Man, c'est super. Plus fort que moi, il y a plein de Elephant bons Man, retours. ça parle des handicapés? Hein je connais pas l'histoire du temps. Et putain. Lequel est le moins bien noté? The Elephant Man, Ray, Plus fort que moi, La merveilleuse histoire du temps. Tu n'as pas le droit de répondre. J'irai Histoire du temps. La merveilleuse histoire du temps, c'est noté. Et on passe à Korto. Korto, tu as donc handicapé qui marche. Quel film abordant le thème du handicap a réalisé le plus gros score au box-office en France? Est-ce que c'est Anatomie d'une chute de Justine Triet? Est-ce que c'est Au revoir là-haut d'Albert Dupontel? Est-ce que c'est Memento de Christopher Nolan? Ou alors est-ce que c'est Bienvenue à Gattaca d'Andrew Nicole? Quel film a réalisé le meilleur box-office en France? J'hésite entre... C'est évident. C'est juste évident en fait. Au revoir là-haut, non, je pense. Pardon? Pour toi, c'est Au revoir là-haut? Non, je sais pas. Ah, tu réponds ce que tu veux. Hein. C'est évident. De dire dans tes yeux. Sachant que personne n'a le droit de t'aider évidemment. Hein. Donc. Non mais c'est... Korto. Costa, s'il te plaît, non. Arrête de... Mais... je regarde pas. Dis-moi, Korto. Non, en vrai, je pense quand même que ça a fait plus parler Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, c'est noté. Okay. On commence avec l'équipe de Chennai et Costa. Oui, tu m'avais dit que La merveilleuse histoire du temps est le film le moins bien noté. Alors, Elephant Man est bien le film le mieux noté. Il a 4,3 sur 5. Ça me paraît cohérent. Plus fort que moi à 4,1. Okay. Ray à 3,8. Et La merveilleuse histoire du temps à 3,6. Yes! Plus 3 points, ça vous fait 10. C'est pas grave, on décourage pas parce que moi je pense que tu... Et pour Korto et Solène. Alors Korto, j'aurais pas dû changer. Tu m'as dit que Anatomie d'une chute était le film le plus vu. Alors le moins vu de tout, c'était Memento de Christopher Nolan. En France, il a fait 200 000 entrées. Pas. Ensuite, c'était Bienvenue à Gattaca, il a fait 467 000 entrées. Au revoir là-haut, il a fait 2 50 000 entrées. Anatomie d'une chute, 1 907 000. C'était Au revoir là-haut qui a été le plus vu. Et donc, en fait, faut pas que je change d'avis. Vous perdez 3 points, vous êtes à -1. Non, c'est terrifiant. Vous êtes, donc c'est 10 à -1. Ah, je t'avais dit qu'on serait nuls, mais pardon. Et c'est une victoire de Chennai et Costa. Voilà. Bravo. Je suis désolée. Eh bien, merci en tout cas les copains d'avoir fait ce petit quiz. Et bien tout de suite, on passe aux recommandations de la semaine. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ils l'ont, hein. Toutes les semaines, les chroniqueurs et moi-même, vous faisons part d'un coup de cœur plus ou moins lié au cinéma. Petit tour de table. Costa, quel tarot? Alors c'est du coup le film La Revanche d'une blonde que j'ai. Et c'est quoi ça? La reco est inattendue. Mais non, mais j'adore. Parce que t'es so girly. En fait, je trouve que c'est un film qui, c'est un film teen movie des années 2000 et je pensais pas qu'il serait aussi engagé, qu'il parlerait autant de thèmes hyper intéressants. Ça parle déjà de harcèlement, de la question de la beauté. Enfin, et en plus, il y a un clip de Ariana Grande qui est inspiré de ce film. Vous savez le truc de voilà.
Et ça, je savais pas, donc petit choc mental. Mais non, j'ai adoré ce film, vraiment un bonheur. Je suis très fan des teen movies et celui-ci rentre très facilement dans mon top 10 all time. Chennai, quel est ta reco? Moi, c'est le single de retour de Pierre Demar, Je pense à vous. La musique et le clip est vraiment trop bien. Moi, j'adore Pierre Demar, c'est mon chanteur préféré. Donc là, il est de retour. Je suis comme un dingue. Il a senti depuis quasiment 1 an et demi. Donc là, je suis comme un fou. Voilà. Corto, quel est ta reco? Bah moi c'était juste parce que ça fait 10 ans que Prince est mort, ça fait à peu près une semaine que c'est le cas, et vu que tout le monde parle de Michael, moi je voulais un peu parler de Prince, du coup je vous conseille de réécouter ou d'écouter l'album Sing O Time de Prince, voilà, c'est très 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 bon. Solène, quel est ta reco? Moi, ma recommandation, c'est un petit livre, Bonjour Tristesse, de Françoise Sagan, qui se lit très rapidement et qui est le parfait livre à lire avec le retour des beaux jours et le printemps et l'arrivée de l'été en ce moment. Voilà, je vous spoile pas, mais ça se passe sur la Côte d'Azur et on suit l'histoire de Cécile, de 17 ans, et c'est très prenant. Et ça se lit très rapidement. Vraiment, là, je l'ai fini en une semaine, quoi. Tu m'as déjà trop spoilé le livre. Alors, pour ma part, moi, une fois n'est pas coutume, c'est une recommandation qui est extrêmement prévisible. C'est la dernière vidéo de Sylvain Live, à savoir le VTech sur les films Cars. Comment vous dire que j'adore Cars, j'adore Sylvain qui parle de Cars, c'est absolument incroyable. Même si, par contre, on va se retrouver parce que tu peux pas critiquer Cars 2 parce que Cars 2 est le meilleur de la trilogie. Scandale, oui. Cars 2 est le meilleur de la trilogie et je sais que c'est un non-popular opinion, mais incroyable. C'est vrai, voilà. J'ai jamais vu aucun Cars. Merci du conseil. Rien que pour ça, tu vas voir, tu reviendras plus jamais. Pardon. Notre émission touche malheureusement à sa fin. Merci à Costa, Chennai, Corto et Solène d'avoir été en plateau avec moi. Merci aussi à Yanis et à Lucas d'avoir été en régie et sans qui cette émission ne pourrait exister. Merci également à Sophie Beaulieu de nous avoir accordé une interview. Son film est encore à l'affiche pour quelques semaines, alors foncez le voir. Si vous voulez ne rien rater de nos prochaines émissions et de tout notre contenu, vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram et TikTok, mais également sur YouTube pour visionner les dernières émissions précédentes. La semaine prochaine, c'est le grand retour triomphal de notre bien-aimée Marie qui sera aux commandes de l'émission, avec 3 nouveaux films au programme: Le Diable s'habille en Prada 2 de David Frankel, Sukwan Iceland de Vladimir de Fontenay et Die My Love de Lynn Ramsey. Et je peux vous garantir que je serai présent la semaine prochaine, mais surtout que je vais hautement détester Die My Love, vu le sujet qu'il aborde. Les habitués de l'émission savent de quoi je parle. Ça parle de sexe. On aura également une interview de Laurence Biou, responsable de la communication du Cinéma Diagonal, qui fermera ses portes le 5 mai et qui va répondre à toutes nos craintes de cinéphiles, comme maintenant que j'ai plus de salle de cinéma où m'enfermer, je vais être obligé de prendre une douche. On se quitte sur une autre. J'adore. On se quitte. On se quitte sur une autre musique de Baptiste Ventadour. Vraiment, foncez écouter, c'est du miel pour les oreilles ce qu'il fait. Toutes les chansons sont absolument des bijoux musicaux et se savourent sans fin. The Cinema Show, c'est tous les mercredis de 19h à 20h30 sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant. Un parfum de nouveau sur l'autoroute A9, la mer et les sursauts et mon cerveau tout neuf, l'odeur du tabac froid par-dessus les embruns, le soleil sur la vitre et le froid de tes mains. Comment pourrais-je me plaindre? J'ai eu tellement plus mal qu'on ne pourrait t'atteindre. Le pied sur cette pédale, j'ai comme une envie de sauter et d'embrasser la chance. Il n'y a pas de bonne raison d'apprécier l'existence, alors autant l'aimer et la laisser filer. Autant l'aimer. Regarde comme la vie brille de sa simplicité. Tout paraît plus facile à la vue de l'été. Nous on traverse le sud, la tête à ras de l'eau. Hurler en altitude, le faire par-dessus les oiseaux. Il suffisait de rien pour remonter la pente. Un coup de pied dans la gueule aux conneries qui nous hantent et des capsules de bière. J'en aurais plein la poche. Ce putain d'univers me paraissait si moche, mais autant l'aimer et le laisser filer. Autant l'aimer. So
en jouant et respirer son air. Il n'en sera plus rien des maudits mois d'hiver. Ce sera peut-être l'occasion de te dire un matin que j'aimerais toutes les saisons si t'étais pas trop loin. Que je me verrais bien faire pas mal de route encore avec tes petites mains qui font frémir mon corps. Rien que de l'imaginer, j'en ai les os qui résonnent. Et puisque pour crever, on n'aura besoin de personne, alors autant s'aimer et se laisser filer.